Parfait. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur cet instant share de la chaire attractivité et nouveau marketing territorial. Donc on va commencer ce webinaire par une petite présentation finalement de cet instant share, de la thématique. Également, comme Christophe Barastro nous a rejoint du Club des managers de centre-ville avec qui on collabore sur un diplôme universitaire. Donc déjà, voilà, pour vous expliquer que c'est un webinaire qu'on organise avec la chaire. Il y en a eu plusieurs, des instants chaire sur là la thématique des commerces de centre-ville et un petit peu ces nouvelles tendances. C'est vrai que c'est un sujet qu'on voit de plus en plus présent au niveau des territoires, au niveau des questions d'attractivité. Et donc ça fait partie de cette thématique d'attractivité territoriale qu'on travaille au sein de la chaire. Nous, on a 35 territoires partenaires sur toute la France. Certains sont là, je les vois, qui sont nos partenaires. Et donc, on a une activité à la fois de veille, d'études, notamment l'étude Image Terre qu'on développe tous les 2 ans. La prochaine sera en 2026 sur l'image des territoires. On travaille aussi sur la réputation en ligne des territoires. Là, il y a un outil Synthesio qu'on a développé. Et puis, on a également le Place Marketing Forum auquel certains ont participé sur Aix-en-Provence cette année. Et l'an prochain, on sera bientôt sur la destination officielle. Il y a le Save the Date qui devrait sortir rapidement, mais on sera plutôt vers le nord-ouest de la France. Donc voilà, pour expliquer un petit peu la thématique, c'est que depuis 2 ans, on travaille en étroite collaboration avec le Club des managers de centre-ville, dont le délégué général est Christophe Baraston, que vous connaissez tous pour la plupart, avec Myriam Trabelsi également, qui est la présidente du club. Et donc, on a développé une offre de formation qui est un diplôme d'études supérieures universitaires sur le management de commerce, les villes et les territoires. Et donc, l'objectif, voilà, c'est d'amener les étudiants à se spécialiser. Ça, c'est nos étudiants de master. On a des étudiants en apprentissage qui sont dans des collectivités, parfois sur les thématiques de management de centre-ville. Et également de faire la formation tout au long de la vie, comme on l'appelle, et donc d'amener des managers de centre-ville, des futurs managers de centre-ville à travailler sur cette diplomation. Et dans cette diplomation, il y a également des modules qui peuvent être suivis, qui sont non diplômants, mais qui permettent d'actualiser vos connaissances. Donc je vous souhaite un bon webinaire. On aura 3 temps d'intervention après l'introduction qu'on fait avec Christophe. On aura David Lestou qui présentera un petit peu ces tendances qu'on retrouve au niveau des usages de ces commerces. Et donc, il y aura un travail qui sera présenté sur cette actualité. Je le laisserai se présenter après. Il y aura un temps de questions-réponses après sa présentation. On aura Émy Dauphin, également société en Coris, qui présentera un petit peu la partie offre, c'est-à-dire comment les territoires, comment les personnes qui gèrent ces commerces aujourd'hui se positionnent. Et il y aura également un temps de questions-réponses. Et enfin, donc, on aura Louis Roux de Montélimar qui sera là pour faire un retour d'expérience. Il a été manager de centre-ville, il travaille maintenant sur les sujets d'attractivité. Et donc, ça permettra également d'avoir un dernier temps de questions-réponses. Tout ça devrait tenir en 2 heures. Le webinaire est enregistré, donc ça c'est notamment pour toutes les personnes qui nous ont demandé de l'enregistrer parce qu'ils ne pouvaient pas être là, mais on est quand même très nombreux, là on est quasiment à 40 participants, mais voilà, vous aurez accès également au replay du webinaire, enfin restez quand même, voilà, parce que c'est mieux de le faire en même temps, et puis ça vous permettra d'interagir avec les différents intervenants. Je te laisse la parole, Christophe. Merci Christophe. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci encore à l'IMPGT et la chaire MT, pour ce webinaire. Donc effectivement, ça fait maintenant plus d'1 an. Alors ça fait longtemps qu'on se connaît avec Christophe, puisque on a une proximité géographique, puisqu'il est à Aix-en-Provence et moi je suis près de Marseille à Aubagne. Donc on a fait déjà plusieurs fois et je suis intervenu en 2019 lors de la chaire attractivité où il y avait un focus sur les managements de centre-ville, sur le centre-ville, et on s'était dit depuis longtemps qu'on fera quelque chose parce qu'on a beaucoup de choses en commun
sur l'attractivité du territoire. Et nous qui travaillons sur l'attractivité du territoire, mais effectivement avec cette spécificité du commerce. Voilà, donc encore ravi d'intervenir avec vous. Il y a quelques managers, je vois, qui sont parmi nous, qui nous connaissent, d'anciens managers. Alors effectivement, hein, le métier de manager mène à pas mal de choses parce qu'on est fédérateur. Et c'est vrai que on a cette histoire de manager de centre-ville. Mais effectivement, ça amène à d'autres univers. Effectivement, travailler en métropole pour d'autres choses. Donc voilà. Donc je vais vous partager. Et c'est vrai on a un lien assez fin sur l'attractivité du territoire. Et c'est vrai que ça nous mène à d'autres choses. Alors, donc du coup, le club des managers de centre-ville et de ville et territoire, c'est un club métier national apolitique qui existe aujourd'hui depuis plus de 25 ans. Effectivement, aujourd'hui, au fur et à mesure des années, au niveau national, on a plus de 300 adhérents, que ce soit des managers. Alors, quand je dis manager, vous avez différentes appellations. Vous avez manager commerce, manager centre-ville, manager de ville et territoire, et bien d'autres encore, puisqu'après vous avez le programme Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain. Alors moi je suis dans mon univers, hein, n'hésitez pas à poser des questions, mais effectivement il y a pas mal de choses et ça fait des années que je suis au club. Et comme je le disais, on est bien identifié au niveau national, puisque depuis 2016 nous travaillons avec les services de l'État. Nous avons commencé à travailler avec les services de l'État jusque sur un rapport de Martine Pinville, qui était la ministre du Commerce de l'époque, sur la revitalisation des centres-villes. Ce qui nous a fait intégrer par la suite la 3C, la Commission de concertation du commerce, et qui a abouti sur le programme Action Cœur de Ville, dont plusieurs d'entre vous connaissent le programme. Et puis après, effectivement, il y a Petite Ville de demain, et on a intégré en 2023 aussi le CNC, le Conseil national du commerce, avec qui on travaille sur différents groupes, que ce soit sur la charte ville commerçant, que ce soit sur le Made in local, que ce soit sur la loi de simplification, sur pas mal de choses. Donc effectivement, comme vous le voyez, on travaille vraiment en étroite collaboration avec les services de l'État, étatiques, donc que ce soit la DGE, que ce soit l'ANCT, que ce soit la Banque des Territoires. Voilà, donc on a plusieurs choses. Donc tu peux dérouler, j'ai commencé à en parler, donc si tu veux, voilà. Donc en fait, on est le plus grand réseau en France au niveau national. Comme je le disais, on est bien identifié, donc je vous disais laisse parler de ça. Et effectivement, je terminais par le CNC, Conseil national du commerce. Et on est présent aussi sur 6 grands salons nationaux et internationaux durant l'année, que ce soit Franchise Expo Paris en mars, le siècle, le salon de l'immobilier des espaces commerciaux dont on revient, c'était la semaine dernière à Paris, porte de Versailles. On sera présent aussi à InnoCity qui est en octobre aussi à Paris. Le MAPIC qui est un salon du retail international qui se passe à Cannes en début novembre. Bien évidemment le salon des maires, puisque même si on est apolitique, on sait bien que dans nos structures, nos managers sont face à les élus. Et c'est les élus qui sont décideurs des actions. Donc, effectivement, on est présent au Salon des maires pour sensibiliser sur le métier et l'intérêt d'avoir un expert du commerce. Et en décembre, on est présent sur le CINI, qui est un salon sur l'immobilier et qui traite aussi tout ce qui est immobilier commercial. Voilà un peu tout ce que l'on fait. Tu peux passer la diapo, s'il te plaît. Donc, nous, au niveau du club, on est là avant tout pour faire connaître le métier auprès des collectivités, des institutions, leur dire qu'effectivement le commerce est un prisme inhérent et important pour l'attractivité des territoires. Donc on aide aussi justement quand il y a des collectivités qui nous sollicitent à les aider à faire des fiches de poste pour embaucher de nouveaux managers. Et effectivement ces fiches de poste, on les partage gratuitement au sein de notre réseau parce qu'on a toujours des managers qui sont en recherche. Et là aussi, ça rejoint le prochain point qui est pérenniser le métier. Et pérenniser le métier, c'est pas une mince affaire puisque plus de la moitié sont en CDD. Et on est très lié à tout ce qui est élections, notamment les élections municipales,
puisque quand il y a un changement, parfois le manager qui était en charge de mettre en place la stratégie commerciale du maire sortant est évincé, si on peut le dire comme ça. En tout cas, il est remercié et ne continue pas sa mission, ce qui est un peu dommage. C'est pas toujours le cas, heureusement, mais c'est vrai que n'étant pas dans une grille salariale et identifié proprement dit comme un métier de collectivité territoriale, la plupart d'entre nous sont en CDD et parfois ne restent pas. Et effectivement, on anticipe l'avenir, prévenir les difficultés, permettre aux managers d'évoluer dans leur parcours professionnel. Donc là, pour l'histoire, effectivement, on travaille sur les formations, justement avec l'IMPGT, parce qu'il nous semblait intéressant et important qu'il y ait un certain tronc commun de tous les managers, puisqu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, en fait, les managers arrivent sur ce métier-là, soit en ayant déjà une première expérience sur l'urbanisme, soit en étant un ancien commerçant, soit en venant d'université sur le management, sur le marketing. Enfin, on a vraiment des profils très différents. Et je vais vous donner une primeur qui date d'hier, puisque on travaille avec la DGE en étroite collaboration, comme je vous l'ai dit, et on a travaillé auprès de France Travail. Et on est arrivé depuis maintenant que le métier existe depuis presque 30 ans en France, on est arrivé avec France Travail à mettre une fiche de poste avec un code ROM. Donc c'est public, c'est depuis hier, donc c'est un grand pas en avant pour la reconnaissance de notre métier. Donc voilà un peu pour la primeur. On fait 3 événements, tu peux passer la diapo, 3 événements au niveau du club. Effectivement, un qui est important, qui est le séminaire des managers. On l'a fait en fin mai aux Herbiers. On a eu le plaisir d'ailleurs d'avoir David Lesto qui est intervenu lors de ce séminaire. C'est le seul événement qui est organisé par des managers pour des managers. On était plus de 80 et l'idée c'est d'échanger entre nous et d'avoir un réseau, un véritable réseau. Donc ça c'est très important, j'en parlerai pour ceux qui le souhaitent plus tardivement. Et la semaine dernière, effectivement, on fait un autre événement qui est un congrès national que l'on fait depuis 2016 au siècle. Et là, ce sont des tables rondes sur différentes thématiques, sur l'expérience client, on a fait sur la vacance commerciale et sur pas mal de choses, sur le bien-être au niveau du commerce et l'attractivité des territoires. Donc là aussi, c'est un événement que je vous conseille de venir voir et en même temps, vous pouvez aller au salon de l'immobilier des espaces commerciaux puisque c'est à l'intérieur. Et on fait un autre événement, le 3e événement, qui est la journée des partenaires. Alors vous avez la photo de Le Mans qui était la dernière en date, mais effectivement au niveau du club des managers, nous avons des partenaires organisateurs de salons, les 6 salons dont je vous ai parlé. Vous avez des partenaires institutionnels, ça va de la JNCP, Journée nationale du commerce de proximité, le Conseil du commerce de France, le CEREMA, CCI France, la Fédération française de la franchise, la FACT, plusieurs institutions. On a lors de ce congrès la semaine dernière, on a signé une convention de partenariat avec la CPME, donc ils seront présents lors de la prochaine journée. Et on a aussi des partenaires privés, parce que pour nous, au niveau du club, il est important on a le discours et le vocabulaire un peu comme nos managers institutionnels, on parle de bien public, de bien commun. Et puis d'un autre côté, on a quand même aussi le vocabulaire des privés en disant il faut une rentabilité au mètre carré, il faut faire du business. Pour nous, c'est pas un gros mot. Et donc l'idée dans l'attractivité des territoires, c'est de faire se rencontrer tous ces partenaires et essayer de travailler au sein d'une communauté pour faire avancer, comme on le fait auprès de nos managers pour travailler en réseau. Voilà. Et effectivement, lors de cette journée, on invite aussi nos délégués régionaux, puisque nous sommes, même si nous sommes nationales, on est organisé en région pour garder l'ancrage local. Et en plus de ces événements-là, effectivement, on fait plus d'une quinzaine de réunions régionales pour rester à l'écoute et en proximité de nos managers, parce que pas tous et pas toutes, malheureusement, ne peuvent se déplacer en dehors de leur territoire, que ce soit à Paris ou autre. Et puis là, voilà, si vous avez d'autres questions, je vous remercie pour votre attention. J'ai essayé d'être assez rapide pour attraper le temps. Et dans la dernière slide, vous avez des informations, notamment sur le club,
mais aussi sur le référentiel métier que l'on a fait pour mieux connaître quelles sont les missions des managers et selon les besoins des territoires. Et nous avons un baromètre des managers qui est aussi en téléchargement gratuit sur notre site internet, où vous avez plus de 215 managers qui ont répondu sur la dernière édition de 2025, qui vous donne une idée de ce qu'est un manager, j'allais dire une manager, parce qu'on a plus de femmes que d'hommes aujourd'hui, et ses missions et ses difficultés sur son métier. Et puis effectivement, toutes les informations sur la formation du DESU. Et puis, si vous souhaitez me contacter, vous avez toutes mes coordonnées. Voilà. Je vous adressera ça, merci Christophe, par mail là, pour les participants avec le support de Christophe. Comme ça permettra d'avoir accès aux différents liens. Et du coup, voilà, on est très content qu'il y ait cette reconnaissance. On a aussi des étudiants qui ont suivi le DESU cette année, donc ça veut dire qu'il y aura une reconnaissance pour pouvoir candidater sur ces métiers. On sait qu'il y a des postes en cours de création en plus. Oui. Donc sur les intervenants, pour justement rentrer un petit peu dans cette thématique et sur son actualité, on a fait appel à David Lestou, qui va se présenter, qui va présenter également son agence et ses activités. Et voilà, l'idée c'était de rentrer un petit peu sur une approche, je ne vais pas dire disruptive, mais en tout cas voilà, une approche aujourd'hui qui considère que il faut transformer un petit peu ces activités de commerce et de centre-ville. Et donc voilà, il y a un œil un peu différent là qui va permettre de réfléchir différemment ces sujets. On trouvait que c'était intéressant de le partager avec différentes personnes sur l'instant cher. Donc David, je te laisse la parole et tu peux partager ton support si tout va bien. Avec grand plaisir, et on a fait le test tout à l'heure, ça devrait aller, mais sait-on jamais. Je le partage, je le mets en plein écran. Et vous allez me dire si ça marche. Ça marche. C'est bon? Parfait, super. Bon, merci. Bonjour à toutes et tous. Merci, cher Christophe, au pluriel, de votre accueil et de ce temps de partage. Effectivement, j'ai intitulé cette intervention préparée aujourd'hui, le centre-ville de demain. Et je crois que ce qui est important dans ce titre-là, c'est demain. On vit une période de transformation des modes de vie et des modes de consommation sans précédent. Et en tant que sociologue et urbaniste et aussi spécialiste du marketing territorial, je crois que la plus grande erreur qu'on aurait à faire lorsqu'on parle de centre-ville, ça serait de parler de revitalisation. Revitalisation, effectivement, ça veut dire retrouver un état qui existait précédemment, c'est-à-dire refaire le centre-ville d'hier. Or, on vit une telle période de transformation des modes de vie et des modes de consommation, c'est qu'il faut qu'on travaille aujourd'hui, et c'est tout le travail que fait le club, c'est tout le sens aussi des interventions de la chaire, c'est de préparer le centre-ville de demain et de passer de revitalisation à transformation. Je pense que les territoires aujourd'hui, et j'ai œuvré au sein de mon agence, l'agence Lestou et Associés, qu'on appelle l'agence là aussi, j'ai œuvré et je continue à œuvrer chaque année en accompagnant une 50aine de villes sur les stratégies de centre-ville. On a œuvré pour structurer des outils qui permettent de travailler l'offre, d'accompagner les commerçants, de travailler avec les propriétaires, de travailler sur l'immobilier commercial. Ça, c'est une très bonne chose et c'est un socle indispensable qu'il faut sans arrêt consolider. Mais le sujet, je dirais, d'aujourd'hui et de demain, ça va être d'intégrer quelqu'un dont on parle, à mon avis, insuffisamment dans les stratégies de centre-ville. C'est le consommateur, c'est l'usager, c'est le citoyen qui arrive avec énormément de nouvelles attentes et de nouveaux modes de consommation. Ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que la période que nous vivons aujourd'hui est une période de transformation extrêmement intense, sociologiquement parlant. Et la dernière période de transformation aussi intense, il faut remonter à la période 68-73 pour l'avoir connue. En 68-73, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des nouveaux citoyens qui sont arrivés, qu'on appelait les baby boomers. Ils ont fait changer le monde, ils sont arrivés avec des nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de consommation. Entre 68 et 73, on est passé de 0,5 voitures par ménage en 68 à 1,5 voiture par ménage en 73, et on s'est mis à se déplacer de manière radicalement différente.
à aménager les villes différemment et à structurer le commerce différemment. Entre 68 et 73, il y a des nouveaux modes de consommation qui sont arrivés avec les premiers supermarchés, les premiers hypermarchés. Vous rajoutez à ça une crise de l'énergie qui a pesé sur le pouvoir d'achat et on a connu des centres-villes d'avant 68, des centres-villes d'après 73, un commerce d'avant 68 et un commerce d'après 73. La période 2020-2025, c'est 5 années charnières comme étaient les années qu'on vient d'évoquer. Entre 2020 et 2025, des nouveaux consommateurs sont arrivés, on en reparlera tout à l'heure, la génération Z qui arrive en bousculant les codes de la consommation. Des nouveaux modes de consommation sont apparus avec le digital qui est venu tout bousculer. On a une crise de l'énergie qui pèse sur le pouvoir d'achat et pour la première fois, depuis que la voiture existe, le nombre de voitures par ménage a commencé aussi à baisser. Donc on a connu un commerce et un centre-ville d'avant 2020, on connaîtra un commerce et un centre-ville d'après 2025, nous y sommes déjà, qui sera radicalement différent. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui en quoi ce centre-ville, en quoi ce commerce boosté, stimulé par des nouveaux modes de vie va être différent. D'ailleurs, pour se persuader de cette transformation, quelques images tout en couleur. Je vous ai mis ici sur la partie gauche de l'écran ce qui a disparu finalement en 2-3 ans. En 2-3 ans, on a eu 75 enseignes nationales de prêt-à-porter qui ont disparu. C'est-à-dire tout ce qui faisait le pivot des linéaires commerciaux dans un centre-ville ou dans un centre commercial a été bousculé. C'est vrai pour l'équipement de la personne, c'est vrai pour l'équipement de la maison avec Casa, etc. Pour la première fois, on a des supermarchés, Casino, Cora, qui ont disparu. Auchan est pas loin d'avoir le même modèle avec la réduction drastique des tailles de magasins qui sont à peu près divisées par 2. C'est la première fois depuis 50 ans que des grands trucs de périphérie avec des grands parkings fermaient. C'est-à-dire que le parking n'est plus l'alpha et l'oméga du commerce. Avant, on se disait il faut du parking et le commerce fonctionnera. On voit que s'il n'y a pas d'attractivité, le commerce ne fonctionne pas. Et puis je vous ai mis aussi une photo de Caddy. La société Caddy a déposé bilan en 2024. Et la société Caddy, elle est basée dans l'Est, où je suis aujourd'hui d'ailleurs, et dans le nord de la France. Et j'ai été rencontrer les dirigeants de la société Caddy pour comprendre les difficultés. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, c'est la faute des Chinois. Les Chinois fabriquent des caddies en plastique, et le caddie en plastique, il remplace progressivement le caddie en métal, donc on est en difficulté. La réalité, elle est tout autre. Le caddie, il a été conçu pour les achats hebdomadaires d'une famille de 2 adultes et de 2 enfants. Et aujourd'hui, 42% de la population française vit seule. Donc on n'a plus besoin de caddie, ou beaucoup moins besoin de caddie pour faire ses achats. Donc ce qu'il va falloir vraiment qu'on intègre à travers l'exemple de Caddy, c'est que le commerce change, mais le commerce change parce que la composition sociétale est en train de changer. Et ça va être ça le travail dans un centre-ville. On a peut-être un taux de vacances qui augmente, mais peut-être que le taux de vacances qui augmente, c'est simplement parce que le commerce qui ferme n'est plus adapté. Et que le vrai sujet, ça sera de s'interroger, est-ce que le taux de vacances est toujours le bon indicateur pour demain? Je ne crois pas, parce que je pense que la vacance, elle ne diminuera pas, tant le modèle commercial est en train de changer. Et puis ça nous montre aussi que si on veut travailler les linéaires commerciaux de demain, il y aura certainement moins de commerce, mais on aura un commerce différent. Parce que ce qui fonctionne en termes de commerce aujourd'hui, et je le mets sur la partie droite de l'écran, c'est effectivement le low cost, ou le discount. Action est devenue pour la 3e année consécutive l'enseigne préférée des Français. Ce qui marche en termes de commerce, c'est le premium, l'ultra premium et le haut de gamme. Et que finalement, on est en train de se rendre compte que pour les linéaires commerciaux de centre-ville, il n'y a plus que 2 positionnements possibles, le low cost ou le premium, et qu'il n'y a plus de moyenne gamme. Et on l'expliquera pourquoi tout à l'heure, il n'y a plus de moyenne gamme. Mais c'est important parce que quand moi je réalise avec mes collaborateurs des enquêtes dans les centres-villes sur lesquels nous travaillons, on l'a fait encore dernièrement là, sur la ville de Lens par exemple, 80% des commerçants nous disent qu'ils ont un positionnement moyenne gamme. Mais tout ce qui est moyenne gamme se casse la figure. Le seul moyenne gamme qui résiste, et je vous ai mis ici quelques photos du côté de Libourne, du côté de Namur où je suis demain, du côté de Rennes. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des concepts moyenne gamme qui fonctionnent, mais c'est des concepts moyenne gamme qui sont extrêmement expérientiels, avec des commerçants qui ont renouvelé complètement l'expérience client. Donc le sujet, ça va être de sortir de l'ancien modèle qu'on a sur la partie gauche pour réinventer
nouveau modèle dans les centres-villes et préparer ces transformations. Préparer ces transformations aussi en se disant que on a un autre sujet qui nous montre bien qu'il va falloir qu'on regarde différemment le centre-ville de demain et qu'on parle de transformation. Vous avez sur l'écran, là, en bleu, la courbe de croissance des mètres carrés commerciaux en France depuis 10-12 ans. 12 ans exactement, 13 ans même. On part sur un indice 100 en 2012 et on termine sur un indice 131, pardonnez-moi, en 2024. Les mètres carrés commerciaux ont augmenté de 31%, allez, en 10-12 ans. Sur la même période, si on regarde la population, c'est la courbe que vous avez en vert, la population a fait plus 5%. Donc, il faut bien qu'on se mette à l'esprit que le centre-ville de demain, il faudra être capable de le travailler dans un contexte concurrentiel extrêmement dense où les mètres carrés ont augmenté 6 à 7 fois plus vite que la population. Donc, le sujet d'un centre-ville, c'est comment on est capable d'upgrader l'expérience client, d'upgrader les commerces existants pour avoir des moteur de différenciation dans un contexte concurrentiel qui n'a jamais été aussi dense. Tout en se disant que sur la même période, 2012, 2024, 2025, c'est là aussi qu'on a eu l'explosion du commerce digital. Ne serait-ce que sur la dernière période 2020-2025, la part de marché du digital sur l'ensemble des secteurs d'activité, que vous trouvez ici sur les chiffres de la FEVAD, la part de marché du digital a doublé en 5 ans. Et encore, on n'est qu'à la préhistoire du digital. Donc, un contexte extrêmement dense qui pose la question de différenciation et un contexte extrêmement dense avec le digital qui nous oblige à travailler sur les réponses à une seule question pour les centres-villes, c'est comment on va donner envie à un consommateur de se lever de son canapé pour consommer dans un lieu physique. Ça va être ça le sujet qu'on va avoir à traiter pour demain. C'est pas le sujet de la vacance, et je trouve d'ailleurs que c'est catastrophique. Je voyais ce matin la publication d'une étude Codata sur la vacance dans les centres-villes, etc. Mais si on voulait plomber l'image, si on voulait faire du contre-marketing territorial pour les centres-villes, on ne s'y prendrait pas mieux. On ne parle du centre-ville que sur des choses anxiogènes. La vacance qui progresse, les difficultés ponctuellement de stationnement, etc. Alors que le consommateur, il faut lui donner envie de venir dans les centres-villes. Et c'est pas en prenant comme seul indicateur la vacance qu'on réussira à donner envie à un consommateur, pardonnez-moi, de se lever de son canapé ou de venir davantage dans un centre-ville, dans un contexte dense. Au quotidien, je trouve que dans les prises de parole, on plombe très clairement l'image des centres-villes. Alors qu'on a des opportunités, et c'est ça aussi qu'il faut bien voir, le contexte de transformation, le contexte de densité commerciale extrêmement forte, mais on a effectivement des transformations qui sont œuvres. Et le sujet, ça va être de remettre au cœur de la réflexion les modes de vie et les usages. Je vous ai mis 4 photos qui, pour moi, représentent les nouveaux usages qu'on aura à travailler. La génération Z, on en parlait tout à l'heure, elle pèsera 25% de la population à échéance de 2032-2035, dans moins de 10 ans. Génération Z plus la génération suivante, la génération alpha, qui est une génération qui est très digitale, qui est la première génération qui a moins le permis de conduire que la génération précédente, mais qui est une génération qui habitera de moins en moins dans les pavillons en périurbanité, qui habitera davantage dans les centres-villes ou à proximité, et que même si elle est digitale, ce segment de population adore les centres-villes, pas spécifiquement pour l'acte d'achat, mais adore les centres-villes pour la convivialité qu'ils représentent, le lien social. Ça sera un enjeu important. Je pense que la décennie qui s'ouvre entre la génération Z, la croissance de la senior economy, sur laquelle je vais revenir, on a des marqueurs tout à fait intéressants pour le développement du centre-ville, mais il va falloir qu'on s'adapte à cette génération Z sur la génération la plus digitale, la première génération qui n'a pas connu le monde sans Internet, une génération, et ça c'est un vrai changement, en matière de digital, lorsqu'elle va chercher un commerce, elle ne va pas aller sur la fiche Google My Business du commerce. Et pourtant, on continue à faire beaucoup de formations sur les fiches Google My Business, mais c'est une génération qui va chercher sur son smartphone, sur ChatGPT, quel commerce par rapport à tel besoin. C'est une évolution colossale dans les pratiques qu'il va falloir qu'on intègre.
Donc, génération Z, plutôt favorable au centre-ville. Senior économie, ça c'est important, 40% de la population française aura plus de 60 ans en 2035, la moitié plus de 80 ans, ça favorise plutôt une consommation de proximité, à condition qu'on soit capable aussi de produire du logement pour les seniors dans les cœurs de ville. Ça sera un défi important. Mais une senior économie, la photo des panneaux, qui sera aussi extrêmement digitalisée. Se dire aussi, et j'ai mis une personne seule pour l'illustrer, que les 42% de personnes seules, et avec un taux qui augmente d'1 point par an depuis 10 ans, c'est aussi un sujet qui impacte le commerce. Vous voyez, j'accompagne aussi beaucoup de fédérations du commerce. Et actuellement, j'ai une mission en cours avec la fédération, enfin, avec l'Union de la bijouterie horlogerie. Les bijoutiers horlogers que je vois régulièrement me disaient sur la première réunion que nous avons il y a quelques mois, oui, les gens n'ont plus d'argent, regardez la Saint-Valentin, les gens ne consomment plus pour la Saint-Valentin. Avec 42% de la population qui vit seule, qui est moins de cadeaux pour la Saint-Valentin, ça semble tout à fait logique. On a toujours tendance à se dire les gens déconsomment, mais c'est pas que les gens déconsomment, c'est qu'on a un changement sociologique qui fait que la consommation est différente et que le bijou, on achètera de moins en moins pour l'offrir, mais que le bijou, on l'achètera peut-être de plus en plus pour soi. Expérience client très différente. Et puis se dire aussi, et ça c'est un vrai sujet, que l'enjeu du développement du centre-ville, ça sera aussi très lié à la capacité à capter les nouveaux habitants. Je regardais les chiffres l'autre jour avant de venir intervenir au DESU. Par exemple, si je prends la métropole Aix-Marseille, 37% de la population ne vivait pas sur le territoire de la métropole il y a 5 ans. J'étais à Nancy hier soir. C'est 27% de la population de la métropole de Nancy qui ne vivait pas sur le territoire il y a 5 ans. L'enjeu, c'est de communiquer, l'enjeu, c'est de faire de la conquête de clientèle pour aller capter ces nouveaux habitants. Et donc, se dire que il va falloir qu'on bouge sur ces sujets-là, qu'on arrête de se dire le modèle d'hier, c'était ça avec tel et tel profil. D'autant que dans les profils, ce qui change aussi, c'est ça. C'est qu'on est en train de placer d'une société française en losange à une société française en sablier, en carafe, tel qu'on le veut, c'est le deuxième graphique. On avait hier une société française qui a été constituée autour d'une classe moyenne, si on fait la répartition de la population par rapport à la médiane des revenus. Et aujourd'hui, on a un écrasement de la classe moyenne. On y reviendra dans les questions tout à l'heure si vous voulez. Et puis on a une augmentation de la population à niveau de vie réduit et une augmentation de la population aisée. C'est ça qui nous fait la disparition du moyen de gamme. C'est ça qui nous fait effectivement qu'on est soit premium, soit discount, mais que si on est entre deux, on n'a plus de clientèle. Et donc, c'est ça parler de transformation. Et je discutais la semaine dernière avec une commune qu'on accompagne qui nous avait consulté pour nous dire, qui nous avait retenu, on veut travailler, c'est une commune qui n'avait pas le droit de préemption sur les fonds de commerce et le périmètre de sauvegarde. C'est un outil indispensable, je ne le remets pas du tout en cause pour observer. Pour autant, est-ce qu'il faut racheter des fonds de commerce quand potentiellement le fonds de commerce n'est plus adapté à la consommation de demain? C'est ces questions-là dont il faut qu'on se parle aussi. Dans certains cas, c'est très utile. J'ai plein de villes que j'accompagne où on l'utilise. Mais ça sera peut-être plus l'outil de pilotage central de demain compte tenu de ces évolutions. Il va falloir aussi qu'on sache préempter, le cas échéant, pour des activités qui ont de l'avenir, qui ont du potentiel, mais il va falloir aussi qu'on sache être très offensif sur des systèmes de pépinières commerciales, par exemple, pour accueillir des nouvelles activités. Ça va être vraiment ça, le fait de passer de revitalisation à transformation. C'est intégrer le fait que les modes de consommation peuvent changer. Et les modes de consommation, si on cherche, au-delà de l'approche sociologique, mais à regarder comment tout ça fonctionne. On a créé, je vous en parlerai tout à l'heure, une filiale de l'agence là qui s'appelle Innotopia. Et Innotopia nous permet de traiter la data bancaire. Donc chaque mois, on récupère les data bancaires qui sont sur nos comptes bancaires de consommateurs pour analyser la part de marché, pour analyser le volume de chiffre d'affaires des centres-villes. Je vais vous en reparler juste après. Mais on utilise aussi ces data pour faire les nouvelles segmentations des consommateurs.
Et c'est assez intéressant de se dire aujourd'hui qu'on a 5 profils de consommateurs. On a les compulsifs, celles et ceux qui euh, consomment toujours un petit peu plus. Alors les compulsifs, aujourd'hui, c'est 25% de la population. Avant la crise sanitaire, c'était plutôt 50-60% de la population. C'est-à-dire, j'ai un peu de revenus en plus, bah, je vais consommer euh, et je vais me réaliser dans la consommation. On est passé de 50%, on va dire, à 25%. Ça a été divisé par deux, ça bouscule. Par contre, ce qui est en croissance, c'est effectivement les contraints, ceux qui ne peuvent pas faire autrement que moins consommer. C'est aux alentours de 25% de la population. Et puis, on a aussi, à hauteur de 20% de la population, ce qu'on appelle, nous, les less is more. C'est-à-dire des gens qui ont tout à fait les moyens de plus consommer, mais qui, depuis la crise sanitaire, se sont dit, mais tiens, finalement, on peut être heureux en consommant moins. D'ailleurs, quand on regarde bien, l'épargne des Français elle ne cesse d'augmenter. Donc, c'est qu'il y a aussi du pouvoir d'achat. Le sujet, je pense, pour les centres-villes, ça va être clairement d'aller chercher les lacissements. Quelle expérience client je vais travailler pour redonner envie de consommer? Quelle offre commerciale je vais être en capacité de promouvoir pour les less is more qui vont peut-être avoir une consommation un peu plus responsable ou qui vont plutôt se tourner vers le Made in France ou le Made in Europe, qui sont des vrais sujets. Et donc ça nous dit effectivement tout cela, que les compulsifs diminuent, que les contraints augmentent, que les less is more augmentent, et puis ce qui augmente aussi, ce sont les affectifs, celles et ceux qui consomment moins en biens d'équipement, en prêt-à-porter, et on voit bien la déconsommation en prêt-à-porter, mais qui vont davantage consommer dans les bars et dans les restaurants. C'est aussi pour ça que, on le voit bien, sur l'ensemble des territoires, sur les 5 dernières années, on a eu une baisse des commerces d'équipement de la personne qui est à peu près de moins 25 à moins 30%, et une augmentation des cafés-restaurants, c'est du plus 40, du plus 50%. Et puis on a aussi les solidaires, celles et ceux qui sont dans une forme de consommer autrement, les AMAP, les circuits d'hyper-proximité, les circuits solidaires, etc. Je crois que c'est important pour chacune des villes, pour chacun des centres-villes, se dire c'est quoi nos cibles principales? Alors, je vous ai donné des moyennes nationales, mais je vois à Lens, bah oui, ce sont plutôt les affectifs et les contraints qui sont au cœur de la réflexion. Quand je travaille sur Cannes, c'est pas la même histoire. Donc, chaque centre-ville a sa typologie. Et donc, c'est autour de ça qu'il va falloir aussi travailler pour bâtir les plans merchandising de centre-ville de demain sur les activités qui seront porteuses. Et dans les activités qui seront porteuses et dans les nouvelles tendances de consommation, se dire aussi qu'on est en plein dans l'ère du de la réutilisation, du recyclage, du recommerce. Je rappelle que les biens d'occasion représentent entre 8 et 10% de la consommation prêt-à-porter aujourd'hui en France. Et que dans les 3 ans, on sera à 15%, 15% de part de marché, c'est la part de marché cumulée de Zara et H&M. Comment on est capable d'intégrer dans les linéaires commerciaux la ressourcerie? Moi, je travaille actuellement avec une ville sur leur stratégie territoriale et les stratégies de centre-ville. Ils construisaient une ressourcerie, ils l'ont mise en périphérie. C'est normal, il faut de la praticité, il y a des meubles, etc. Mais finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert une boutique de la ressourcerie en cœur de ville, sur les petites pièces de prêt-à-porter, les petites pièces de déco. Ça fonctionne. C'est c'est un autre exemple que vous avez là avec Emmaüs Alternative dans une ville de Normandie. Ça crée énormément de flux. Ça crée plus de flux que l'enseigne de prêt-à-porter qui était présente avant sur du moyenne gamme. Donc ça, c'est des nouveaux modes de consommation qu'il va falloir qu'on intègre. Et c'est là qu'on voit bien que tout le sujet des prochaines années, ça va être de remettre les usages, la consommation, et qu'on quitte nos postures qui sont, à mon avis, trop centrées sur l'offre commerciale, sur les locaux commerciaux. Il faut travailler dessus, c'est indéniable. Mais il faut qu'on rajoute cette couche supplémentaire sur la consommation. De se dire aussi, ce qui change aussi énormément, et qui bouscule, qu'on soit sur une métropole, sur une petite ville, sur un centre commercial de périphérie, peu importe, on a le même exemple, c'est que les zones de chalandise se contractent. C'est-à-dire que les gens viennent de moins en moins loin consommer sur un pôle commercial. Ça s'explique. Aujourd'hui, avec la commande sur Internet et la livraison à domicile, plus personne fait une demi-heure de route pour aller faire ses achats.
Lorsqu'on a un gasoil à 2 euros, voire à plus, bah, ça contraint. Et puis, on peut avoir aussi des aspirations à se déplacer autrement que dans un modèle commercial qui a été conçu essentiellement pour des pratiques automobiles. Et ça, c'est un vrai changement, parce que de tout temps, sur les pôles commerciaux, on s'est dit il faut élargir les zones de chalandise pour gagner en attractivité. Si je prends l'exemple du centre-ville de Rennes, par exemple. Le centre-ville de Rennes, qui est positionné au cœur d'un territoire démographique, en démographie très, très, très intense et en forte croissance, le centre-ville de Rennes, malgré la croissance de population, a perdu 25% de sa zone de chalandise. Les données Inotopia nous le montrent très très bien. Ben oui, effectivement, moins 25% de taille de zone de chalandise alors que la population progresse sur la même période de 15%, de 10%, pardonnez-moi, ben ça veut dire que la zone de chalandise se restreint. Et qu'il va falloir qu'on travaille sur un centre-ville, plutôt la captation de la zone primaire, les gens qui habitent autour du centre-ville ou dans le centre-ville, plutôt que chercher à élargir. Aujourd'hui, quand on discute avec les patrons de supermarchés et d'hypermarchés, ils nous disaient, oui, hier on avait des zones de chalandise à 40 minutes, maintenant on a des zones de chalandise qui sont à 15-20 minutes. C'est un changement particulièrement important qui bouscule les potentiels. Et effectivement, face à cette contraction de la zone de chalandise, il faudra se dire qu'on va quitter la période d'avant 2020, qu'on évoquait tout à l'heure, où c'était le commerce qui créait les flux. Aujourd'hui, le commerce, compte tenu de la multiplication des offres, créera beaucoup moins de flux qu'avant. Et ce qui va faire l'attractivité d'un centre-ville, c'est la capacité à travailler sa fonction économique, c'est-à-dire si j'ai pas des flux naturels vers le commerce, par exemple, il faut peut-être que l'emploi qui part sans arrêt en périphérie, en particulier sur le tertiaire, je travaille du tertiaire en centre-ville pour avoir des actifs qui soient présents au plus près des commerces. Il faut que je sois capable de travailler la fonction habitat. Je rappelle toujours que le taux de vacances en habitat dans les centres-villes est le double, si ce n'est le triple, du taux de vacances en commerce, et que le taux de vacances en commerce est d'abord extrêmement lié à l'insuffisance de clients de proximité. De se dire que ce qui fera la fonction d'un centre-ville est la polarité, et ce qui fera plus que tout se déplacer les gens demain, ça sera moins le commerce, ça sera plus les services médicaux. Les services médicaux vont devenir les territoriaux. Donc arrêtons de mettre les maisons médicales en périphérie si on veut que le commerce reste en centre-ville. Si on met la maison médicale en périphérie, le commerce viendra autour de l'aimant territorial, et la pharmacie, et la boulangerie, etc. Et puis il faut aussi avoir une fonction identité, c'est-à-dire la photo là, avec l'immobilier urbain jaune, c'est-à-dire comment je réinvente, comment je donne envie, comment je suis capable de créer une expérience pour le centre-ville. Et si on travaille sur ces 4 fonctions, le commerce fonctionnera à condition qu'on l'adapte au nouveau mode de vie. Mais effectivement, ces 4 fonctions, elles sont fondamentales. C'est pour ça que je fais souvent la différence. Et dans mon premier bouquin, dès 2015, et mon second bouquin en 2022, je rappelle toujours que le commerce ne fonctionne que si les facteurs de commercialité sont présents. Et les facteurs de commercialité, ils sont autour de ça. Et puis se dire aussi qu'on a des nouvelles tendances, je ne vais pas en faire de trop là-dessus, mais quand même de se dire que le commerce de centre-ville n'est ouvert que 22% du temps disponible des actifs pour consommer. Comment on fait pour s'adapter? Parce que tant qu'il n'y avait pas le digital, le consommateur, il faisait l'effort de s'adapter aux horaires d'ouverture du commerce. Mais aujourd'hui, avec le digital, c'est aux commerçants de s'adapter. Alors s'adapter, c'est pas obligatoirement ouvrir plus. S'adapter, c'est peut-être développer de la livraison à domicile. C'est peut-être aussi s'insérer dans la dynamique qui est en train de se créer de casier. On est à Agno, Leclerc à Agno a repris un espace, c'est d'ailleurs assez extraordinaire. Dans la gare d'Agno, qui est connectée à Strasbourg avec beaucoup de flux, on avait réservé un espace pour que les commerçants puissent faire un point de retrait des achats ou installent des casiers pour que les gens qui sortent du train à 19h30, même si les commerces sont fermés, puissent retirer leurs achats. Les commerçants n'ont pas réussi ou n'ont pas voulu saisir cette opportunité-là. Leclerc est venu s'installer avec son drive. Donc c'est comment on saisit ces transformations. C'est ça qui est important. Ne laissons pas les autres saisir les opportunités. Mais je pense aussi que sur Agno,
cette approche des nouveaux modes de consommation n'avait pas été suffisamment forte pour que les commerçants comprennent l'intérêt d'y être. On était resté sur la logique de l'offre. Et puis, dans les nouvelles tendances, se dire aussi qu'il y a une tendance qui est importante, c'est la food society, c'est-à-dire le fait que ce qui te donnera envie de se lever de son canapé demain, ça sera effectivement l'expérience en bar, restauration, loisirs qu'on sera capable de développer dans un centre-ville. Parce que s'il y a bien un truc qui ne sera pas digital, théoriquement, ça sera de boire un verre au resto ou de manger un morceau. D'ailleurs, sur lui donner une utopia, chaque mois, on livre aux villes adhérentes, on a une cinquantaine aujourd'hui, l'évolution du chiffre d'affaires du centre-ville et quelles sont les activités les plus contributives au chiffre d'affaires du centre-ville. Vous avez fait un extrait là, janvier 2026, février 2026, sur une ville qu'on accompagne. Alors en janvier, l'équipement de la personne, effectivement, était bien positionné, mais parce qu'il y avait le petit effet des soldes. Mais si on revient sur un mois normal, c'est les cafés et les restaurants qui sont aujourd'hui les premiers générateurs de chiffre d'affaires dans un centre-ville. Ça pose beaucoup de questions. C'est intéressant d'ailleurs de le voir comment le commerce est en train de changer. Hier, on venait dans un centre-ville pour faire des achats, éventuellement on buvait un verre dans un bar ou on mangeait au resto. Je pense que demain, on viendra d'abord pour la restauration et éventuellement on fera des achats. Inversion des motivations. Mais si on inverse les motivations, il va falloir remettre en cause le modèle. C'est que généralement, on vient au resto le midi ou le soir. Et peut-être qu'il faudra faire bouger l'ouverture des commerces. Parce que j'entends beaucoup dans les centres-villes, les commerçants, et on le mesure très clairement, les baisses de fréquentation du samedi après-midi. Effectivement, les commerces sont ouverts, mais c'est pas là qu'on vient au resto. Quid du midi, quid de la fin de journée. Il va falloir qu'on repense tout cela. Je dis pas que c'est simple, et mon quotidien, c'est de bosser, c'est pas de faire des conférences, mon quotidien, c'est de bosser avec les villes sur ces sujets, mais on arrive à s'adapter. Mais l'enjeu, c'est vraiment un enjeu très fort d'adaptation. Et puis se dire, pour presque terminer, est-ce que je suis dans le timing? J'ai pas regardé à quelle heure, Christophe, j'avais commencé, ou Annie. Il me reste 2 slides, ça vous va? Pardon. Oui, David, oui. Bon, et se dire justement si on se projette en termes de commerce, c'est quoi les tendances de demain qu'on aura à travailler? Bon. Pour moi, c'est l'acronyme BABA au pluriel, Babas. B comme première image que vous avez ici, les activités de demain, bar, restaurant, convivialité. Vous allez me dire, ouais, mais il y a plein de restaurants qui ferment. Oui, il y a plein de restaurants qui ferment. C'est plus d'entreprises. Donc, c'est le type de restauration qui change. La restauration à table classique, elle est fragilisée parce qu'elle ne correspond plus. Juste rappeler un chiffre. Le temps moyen consacré au déjeuner du midi est passé à 21 minutes. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi davantage de ventes à emporter. Il faudra que nos villes soient d'ailleurs pique-niquables par rapport à ça, on pourra y venir. A comme alimentaire, en particulier un alimentaire premium, où on le voit bien pour travailler dans le domaine de la boucherie par exemple, c'est assez spectaculaire, les belles réussites qu'il peut y avoir aujourd'hui, mais dans des boucheries qui réinventent les concepts. B, A, on est sur le début de l'acronyme. Deuxième B, tout ce qui est beauté, bien-être. C'est une croissance colossale. Vieillissement de la population, vie en solo, volonté de prendre du temps pour soi, effectivement, des ongleries à la cryothérapie, on a une croissance qui est assez colossale. C'est des activités différentes. Mais le monde change et j'ai une conférence qui s'appelle « Quand je mobilise les commerçants, tout change, mais c'est pas grave ». Oui, ça change. C'est pas grave. C'est pas de l'équipement de la personne, mais ça crée de la valeur, ça crée du flux. Quatrième lettre de l'acronyme, c'est A. A comme animaux. Juste, ça paraît anecdotique. Mais aujourd'hui, il y a en France plus d'animaux de compagnie que de Français et de Françaises. 75 millions d'animaux de compagnie. Le marché le plus porteur, qui a une progression à 2 chiffres, c'est le marché de tout le bien-être animal, la santé animale.
là, c'est une petite image d'un magasin à Milan que j'ai identifié, qui fait un carton sur les fringues pour chiens et chats, les bijoux pour chiens et chats, le parfum pour chiens et chats. On en pense ce qu'on veut, mais il y a des villes où on est en train de réimplanter des concepts comme ça, c'est des locomotives de centre-ville juste extraordinaires. C'est une tendance sociétale. Je dis pas que c'est bien, pas bien, mais si je regarde autrement les enseignes de périphérie qui performent aujourd'hui, c'est toutes celles qui sont positionnées sur le sujet des chiens et chats. Et le dernier sujet, le dernier acronyme, c'est S comme sport. Donc on a Baba au pluriel. Oui, 37% de la génération Z a un abonnement dans un club de sport, un club de pilates ou un club de yoga. Oui, ce sera des activités qu'il faudra qu'on puisse accueillir dans nos centres-villes. Oui, ça ne sera pas les mêmes activités qu'avant, mais elles répondent à un besoin et elles génèrent du flux. Ça ne veut pas dire que ces 5 activités vont remplacer tout le reste, mais on est dans une recomposition très claire de nos linéaires commerciaux. Et en se disant, finalement, pour conclure, comment agir sur le centre-ville de demain? Je pense qu'on a 4 piliers assez indispensables, en particulier dans le job de manager. Donc déjà, se dire qu'on se transforme et qu'il va falloir agir sur la nouvelle diversité commerciale qu'on vient d'évoquer. Le centre-ville de demain sera très différent de ce qu'il y avait hier. Booster l'implantation de nouveaux concepts vraiment différenciants. Je pense que le commerce est un secteur sur lequel on est en retard par rapport à tous les autres secteurs économiques sur le soutien à l'innovation et sur le soutien à la création de nouvelles entreprises. On a des dispositifs de type boutique à l'essai qui fonctionnent très bien, mais il faut qu'on aille encore beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Il faut qu'on développe certainement des aides au loyer pour les nouveaux concepts qui s'implantent, comme on fait des aides au loyer pour une entreprise tertiaire qui s'implante dans un tiers-lieu, etc. On n'a pas de tiers-lieu pour le commerce. Il va falloir qu'on soit capable de capter les investisseurs, les nouveaux investisseurs du commerce qui arrivent plus avec des profils complètement différents et qui passent assez peu dans les parcours habituels de création d'entreprise. Se dire que le centre-ville de demain, oui, il faudra du parking, mais c'est pas le parking, on l'a bien vu avec l'histoire de Casino qui fait se lever de son canapé. Ce qui fait de lever de son canapé, c'est le centre-ville qui raconte une histoire, qui a une expérience, qui est affectif. On a construit depuis 15 ans les centres-villes en se bagarrant sur les questions de praticité, de stationnement, de circulation. C'est pas ça que veut le consommateur de demain. Donc il en faut, mais c'est pas l'élément stratégique qui va générer des points de rupture. Et puis, 4e sujet, c'est comment on repense la promotion commerciale. De la page Google My Business, je passe à ChatGPT en termes d'empreinte digitale. Se dire que peut-être le modèle de l'union commerciale a certainement vécu, qu'il faudra imaginer d'autres structures de promotion du commerce, de type agence de développement de centre-ville, etc., ou office du commerce, on les appellera comme on veut. Demain, comme je disais, je suis en Belgique et c'est des sujets sur lesquels il y a vraiment des différences entre la France et la Belgique, c'est-à-dire la promotion, elle est portée vraiment avec encore plus de professionnalisme. Je pense que là, pour terminer, effectivement, on a ces 4 piliers essentiels, en se disant, oui, il nous faut des indicateurs sur l'offre, mais surtout, il va falloir qu'on se projette sur l'offre de demain et qu'on se projette sur les nouveaux modes de consommation et qu'on se dote vraiment d'outils et de réflexion sur ce point. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur comment on passe de revitalisation en transformation en remettant au cœur les nouveaux usages. Merci beaucoup David pour ta présentation. Du coup, ça permet de rentrer directement dans le cœur du sujet. Ouais. Et donc, on va peut-être laisser une ou deux questions, sans qu'il y en ait une dizaine, mais de toute façon, on refera un tour à la fin du webinaire un peu avant midi pour avoir d'autres questions et David sera toujours avec nous. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Donc, levez la main. Vous avez un système dans Zoom où vous pouvez réagir et lever la main. Profitez-en et comme ça, en levant la main, moi je vous... mais il y avait écrit sur un transfert inclus TUN et sur l'autre juste... Alors attendez, on va couper le son des gens qui parlent. Voilà. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui souhaite réagir en levant la main, ça peut se faire. Il faut appuyer sur le bouton réagir et lever la main. Et
ça permettra peut-être de faire le lien. Il y a Laurent Bon. Alors, je vois pas tout le monde, hein, mais là, Laurent Bon, j'ai vu que c'était le plus rapide, je crois. Donc, on vous écoute, Monsieur Bon. On ne Et vous peut-être entend pas, monsieur Bon. Ouais, Monsieur Bon, on vous entend pas. Et peut-être présentez-vous et avant de poser la question, faut qu'on sache un petit peu qui participe. Oh. Ouais, on vous entend pas, non. Non. Alors, il y avait Christophe qui souhaitait réagir. Ouais, Christophe, pendant que Monsieur Bon essaie peut-être de régler. Oui, Laurent, c'est un manager qui est au club justement en Normandie, sur une petite ville et voilà, et donc on connaît bien. Mais effectivement, en tout cas, merci David pour cette présentation. Ça nous fait prendre un peu du recul et nous poser quelques questions sur l'évolution de notre société. Je pense qu'effectivement, alors, avant de venir à la question, juste une aparté sur quand tu parlais des animaux. Effectivement, on a fait la semaine dernière un congrès en présence de Jean-Pierre Doux, qui est un journaliste à RMC, qui monte des librairies avec des chats. Avec des chats. Donc, ceux qui aiment les chats, ceux qui aiment les bouquins, en tout cas, c'est deux points d'entrée qui permettent d'avoir plus de clients et ça marche formidablement. Moi, ma question était au niveau de l'attractivité du territoire. Tu as parlé de la dimension médicale. Et ça, je trouve que c'est très important. Nous, au niveau des managers, effectivement, on est sur le commerce et pas forcément sur la santé. Ouais. Et notamment, on le voit poindre quelques difficultés sur les centres-villes, où nous avons des anciens hôpitaux de centre-ville qui sont vétustes. Et malheureusement, pour des questions financières, on préfère faire un nouvel hôpital, en périphérie. Comment les personnes qui travaillent dans l'attractivité, pas forcément dans le milieu de la santé, alors peut-être avec ton aide, comment point d'entrée, enfin quel serait l'argument pour faire comprendre que finalement, même si ça coûte plus cher, il est impératif entre guillemets de garder ces hôpitaux en centre-ville. On le voit notamment au niveau de l'évolution dans les logements. Quand on est une personne âgée, on a tendance à revenir en centre-ville, justement parce qu'on n'a plus de moyens de locomotion et justement pour pouvoir se soigner dans le centre-ville. Sauf qu'on s'aperçoit que, au fur et à mesure, les libéraux partent en périphérie et nos hôpitaux s'en vont. Donc, est-ce que tu aurais, alors c'est pas vraiment une question, c'est justement un point d'argument, comment on pourrait faire comprendre cela à nos élus, à les personnes qui travaillent avec nous. Tu as raison, c'est vraiment un sujet essentiel. Si je prends l'exemple d'une ville du sud-ouest sur laquelle on a travaillé, il y avait l'État disait, parce que souvent c'est l'ARS, hein, donc l'État qui dit voilà il faut restructurer l'hôpital, etc. Et qui dit il faut le mettre vraiment en périphérie. On a mesuré sur une ville de 50 000 habitants que l'hôpital, s'il se déplaçait en périphérie, il aurait fallu construire des logements pour accueillir aux alentours de 4 000 habitants pour compenser l'équivalent de ce que l'hôpital apportait pour l'économie de proximité. Les élus ont pris conscience, parce que quand on parle de l'hôpital, on ne se rend pas compte si on ne le traduit pas en valeur de consommation et en valeur de flux, on n'a pas les indicateurs pour objectiver le sujet. Donc on a mesuré, on a un petit outil qu'on a conçu pour mesurer ce que ça représente. Derrière, ils étaient en élaboration du PLUI, et dans le PLUI, on a une OAP sur le commerce, mais on a une OAP sur la santé qui dit que les équipements de santé ne pourront pas être en périphérie. Et sur cette ville, on a trouvé une autre solution pour relocaliser l'hôpital sur un ancien parc des expositions, alors que l'ARS disait qu'il faut le mettre complètement en périphérie parce que c'est plus accessible. On a trouvé une solution plus proche du centre-ville qui permet de garantir toujours ces flux. Et effectivement, c'est un facteur de résidentialité, parce que si tout le médical part en périphérie, l'habitat, avec la part des seniors importante, viendra autour. Donc en fait, pour moi, c'est toujours le même sujet. Comment on a des datas pour objectiver si l'hôpital part, ça correspond à quoi? Et de se dire comment je suis capable aussi, dans un document de planification, de garantir le fait que les maisons médicales, les hôpitaux et même les libéraux, parce qu'on a le droit de réglementer l'implantation des libéraux, restent plus près des pôles de vie et des noyaux de vie véritablement.
Merci pour Merci. ce retour. Et c'est vrai que cette question des centralités, on n'a pas parlé des universités, mais c'est un sujet également que nous on connaît au niveau universitaire. C'est vrai que cette présence en centre-ville des universités, c'est un enjeu. Enfin, avec ces questions de soins également, hein, bien entendu. Et c'est vrai qu'il y a des coûts associés qui font que parfois on n'arrive pas à rester en centre-ville. Nous, on a réalisé une petite étude auprès de nos étudiants de l'IMPGT et sur leurs dépenses justement mensuelles, hein, pour savoir un petit peu comment ils consommaient le territoire. Et on s'est rendu compte qu'en effet, les dépenses de restauration, donc le poste là, qui était à 25%, ça représentait à peu près 10% de leur budget, en sachant qu'une grosse part du budget, c'est le logement, hein, bien entendu. Bien Et sûr. c'est vrai qu'on a été assez surpris parce que c'était quasiment le deuxième poste de dépense, Ouais. légèrement en dessous de l'alimentation, mais qui était quand même très élevé, cette partie restauration à l'extérieur, hein, finalement. Et donc c'est vrai on confirmait un peu cette tendance nous, avec les pratiques des étudiants Tout à fait. et des étudiantes. Donc, Monsieur Bon, on n'arrive toujours pas, je crois, à vous entendre. On a Tom Ritchie, qui est un de nos étudiants d'ailleurs de l'IMPGT qui est en ligne. Tom, on vous écoute peut-être pour votre question et après on passera à la présentation d'Amy. Bonjour à tous, merci de me laisser la parole. Donc, je suis Tom, je suis étudiant en master recherche à l'IMPGT et en apprentissage donc à la métropole Aix-Marseille-Provence, en charge justement du développement des relations avec les communes. Parce que je suis aussi au sein de la direction de la coopération métropolitaine et on travaille aussi en partenariat avec les directions métiers sur ces questions notamment d'attractivité donc de centre-ville. Et quand on sait que le e-commerce augmente de 7%, est-ce que certaines communes auraient plutôt tendance, d'un point de vue stratégique, à axer leur offre de service sur justement du service et non du bien pour un peu revitaliser leur centre-ville? Et est-ce que éventuellement vous auriez une ou deux illustrations d'exemples de communes pour lesquelles ça a marché et pour lesquelles ça a permis donc un peu de revitaliser leur centre-ville? Je vous remercie. Ouais, merci pour la question. Et effectivement, quand tout à l'heure, là, j'avais l'acronyme BABA là, sur les nouveaux métiers. La restauration, le premier B, c'est une sorte de service, hein, on est d'accord, hein, c'est pas de l'acquisition de biens. Le deuxième B, bien-être, on est sur du service. Et la dernière voyelle, le S, c'est service. Donc effectivement, oui, on voit que ce qui sera l'attractivité d'humain, c'est du service à la personne, que ce soit le service lié au loisir, service lié à la convivialité, service lié au bien-être. Alors, c'est pas le service traditionnel, banque, assurance, agent IMO, hein, et c'est un vrai sujet parce que sur un centre-ville sur lequel on intervient aujourd'hui, il y avait une règle qui était l'interdiction des services sur les linéaires commerciaux. C'est-à-dire pas de banque, assurance, agence immobilière. Très bien. Mais du coup, ça permet pas de mettre non plus un institut de beauté, un institut de cryothérapie et une salle de pilates. Donc c'est pour ça que je commençais tout à l'heure en disant il faut pas qu'on fasse de la revitalisation, parce que la revitalisation, c'est de dire il faut pas mettre de commerce de service pour pouvoir que les commerces équipements de la personne vivent, etc. Mais il faut faire attention, effectivement, à ne pas dupliquer, parce que les sujets sont différents. Et moi, sur toutes les villes sur lesquelles je peux travailler en France, on réimplante ce type d'activité. Je vous parlais de la ville de Lens tout à l'heure. C'est un début, mais ça marche, ça marche. Et moi, je suis assez impressionné de voir comment... ou à Arras, par exemple. Arras, c'est encore plus spectaculaire. Arras, on s'est rendu compte que la population changeait beaucoup, qu'il y avait beaucoup de jeunes vivant plutôt seuls. Et dès lors qu'on a rajouté studio de pilates et trucs de yoga dans le centre-ville, bah ouais, ça a marché. Et puis on s'est rendu compte finalement que en mettant le studio de yoga et les studios de pilates, bah, le commerce à côté qui faisait de la lingerie s'est mis à vendre des vêtements de sport et ça lui a permis de trouver un relais de croissance. Vous voyez, donc c'est cette question d'écosystème qu'il faut recréer. Merci beaucoup pour les retours. On va passer à la présentation d'Amy pour Ancoris. Donc voilà, le lien, je vous disais, hein, c'est qu'en effet, il y a cette approche très sociologique sur les usages et même marketing, on va dire, en précisant que c'est pas un gros mot, hein, le marketing, mais c'est
c'est en effet la réponse aux attentes, c'est la définition du marketing et la réflexion sur la valeur. Et Ancoris, c'est une structure qui accompagne beaucoup de territoires, justement sur ces réflexions, les commerçants également. Donc voilà, c'était intéressant de croiser un petit peu les deux approches, à la fois sur le côté très axé demande avec David, plutôt axé sur l'offre également avec Amy. Donc on t'écoute pour la présentation d'Ancoris. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, c'est bon, ouais. Ok, super. Donc du coup, effectivement, Amy Dauphin, donc moi je suis responsable de mission commerce chez Ancoris et je vais donner un éclairage donc, un petit peu différent, effectivement, donc celui de l'acteur qui se trouve entre le porteur de projet qui recherche une opportunité d'implantation et la collectivité qui cherche à faire vivre ses cellules vacantes. Donc concrètement, je vais vous parler un petit peu de comment nous, on qualifie des projets, ce qui intéressera certainement certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui, de ce qu'on observe aussi sur les filières qui sont recherchées côté collectivité et, j'allais dire à l'inverse, mais en tout cas, ce qu'on observe aussi côté demande des porteurs de projets. Il y a pas mal d'éléments qui vont faire écho à ce qui ont déjà été dit, notamment par David Lestou. Donc voilà, c'est des choses qui vont pas mal se regrouper. Donc du coup, déjà pour commencer, je vais faire une petite introduction quand même sur Ancoris, pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc Ancoris, c'est une entreprise qui est spécialisée en développement économique territorial depuis plus de 25 ans maintenant. Notre cœur de métier, c'est vraiment la détection de projets depuis toujours. Donc au démarrage, c'était plutôt sur de la détection de projets industriels, logistiques, etc. On a dupliqué ça après sur des projets touristiques et plus récemment, suite à la création des programmes Action Cœur de Ville, Petite Ville de demain, on est venu dupliquer le concept pour venir détecter des projets d'origine commerciale. Donc, on a développé le programme Pôle Implantation Commerce qui vient accompagner des collectivités à implanter des nouveaux commerces qualitatifs et qui vont venir vraiment compléter l'offre de commerce qui est existante. Donc nous, on accompagne des collectivités à différentes échelles, qu'on soit sur des mairies, des communautés de communes, communautés d'agglomération. Et on vient donc, pour les porteurs de projets, qu'ils soient indépendants ou des enseignes, on vient faire le lien avec eux s'ils sont à la recherche de locaux commerciaux. Donc en fait, le point de départ pour nous, pour vous donner quand même un petit peu de contexte, c'est qu'on part des locaux commerciaux qui sont justement vacants. On va venir les valoriser via différents outils. Et le fait que l'accompagnement, en tout cas côté porteur de projet, soit gratuit, nous permet d'avoir un certain nombre quand même de contacts et de flux entrants qui vient à nous directement. Avant de vous présenter du coup plus concrètement ce travail de qualification, simplement une petite précision. Nous, on intervient vraiment en complémentarité des managers de centre-ville et managers de commerce. La plupart du temps, c'est nos interlocuteurs directs justement à qui on va transmettre des projets qu'on aura reçus et qui répondent aux attentes de la collectivité. On sait que souvent les managers vont gérer seuls un certain nombre d'activités, que ce soit de la prospection, la demande justement des porteurs de projets, le suivi des cellules vides, l'animation commerciale, etc. Enfin voilà, ils ont vraiment un grand nombre de tâches. Donc nous, on vient en complément de ça pour pouvoir qualifier déjà des demandes et transmettre celles qui sont les plus abouties finalement. Hop. Donc, je change de slide et pour donner quelques chiffres clés pour illustrer un petit peu mes propos. Sur l'année 2025, on a reçu donc un peu plus de 900 contacts, vraiment sur la partie commerce. Et sur ces 900 contacts, il y en a à peu près donc 200-220 qui ont abouti, donc qui ont fait l'objet vraiment de cahiers des charges, comme on les appelle chez nous, où donc on transmet tous les éléments sur le projet qui a été qualifié auprès de nos territoires partenaires. Donc, on voit quand même que ça fait à peu près entre 20 et 25% des contacts seulement qui se transforment en projet, puisque donc les autres ne répondent pas aux attentes de nos partenaires ou ne sont simplement pas assez matures. Donc, sur ce travail de qualification, nous, globalement, on s'appuie sur une grille de questions qu'on a en interne, sur laquelle on va venir balayer un certain nombre de critères. Donc, dans un premier temps, bien évidemment, ce qu'on va commencer à regarder, c'est l'activité. Est-ce qu'elle peut être en adéquation avec les attentes du territoire?
à l'inverse, est-ce que l'activité qui est ciblée par le porteur de projet, est-ce que la collectivité va avoir des locaux qui peuvent correspondre? Alors quand je dis la collectivité, ça peut être des locaux commerciaux qui sont à des privés, mais en tout cas, est-ce que sur le marché, il existe des opportunités qui vont répondre à ces besoins? Donc on vient faire le point sur l'activité en question. On regarde aussi est-ce qu'on est sur un projet qui est endogène ou non. C'est vrai que nous, de ce qu'on observe, on a quand même beaucoup plus de projets souvent qui sont endogènes, puisque les porteurs de projets indépendants ont une volonté généralement de pouvoir contribuer justement à la dynamique de la ville où ils résident, où ils sont nés. Après, on vient faire le point donc, sur les aspects vraiment propres de la recherche immobilière, donc superficie recherchée, besoins techniques, si c'est des projets de restauration, est-ce qu'il faut une extraction, des besoins électriques spécifiques, etc. Et en termes de loyer, voilà, est-ce que le budget qui a été ciblé et déterminé par le porteur de projet, est-ce que c'est en adéquation aussi avec les prix du marché sur la ville en question ou pas? Voilà, donc ça c'est vraiment déjà une première partie du travail de qualification. Et ensuite, on a vraiment un gros volet sur la maturité du projet, comme je l'évoquais. Donc ça va surtout être vrai pour la partie porteur de projet indépendant. Pour les enseignes, on n'a pas vraiment de sujet là-dessus. En tout cas, l'idée, ça va être de comprendre quel est le parcours de la personne. Est-ce qu'on est sur la suite logique, j'allais dire, d'une carrière où la personne a été salariée pendant des années et elle souhaite se mettre à son compte? Est-ce qu'on est sur un projet de reconversion? Ça, c'est vrai qu'on en a quand même beaucoup aussi. Si c'est le cas, est-ce que la personne est accompagnée par un réseau d'accompagnement? Ça, voilà, c'est une question qu'on pose systématiquement et qui nous permet quand même de juger un petit peu de la maturité du projet. Donc, réseau d'accompagnement, je pense que vous les connaissez tous très bien, mais ça peut être la CCI, Réseau Entreprendre, Initiative France, etc. Mais voilà, est-ce qu'il y a vraiment des professionnels qui accompagnent la personne dans son projet? On vient aussi s'assurer qu'il y a une étude de marché, un prévisionnel, business plan aussi, qui ont été réfléchis en amont pour pouvoir poser des chiffres concrets au-delà de l'idée simplement d'ouvrir un commerce. Est-ce qu'il y a des fonds propres, bien sûr? Enfin voilà, on vient vraiment s'assurer d'un maximum d'éléments, puisque on a quand même parfois des personnes qui veulent se lancer avec une superbe idée en tête, mais on en est au tout début de la réflexion et par les temps qui courent, notamment sur tout ce qui va être financement du projet, les banques ont quand même pas mal durci les règles pour l'obtention des prêts. Donc, il est indispensable de s'assurer qu'il y a aussi des fonds propres qui seront investis par le porteur de projet. C'est aussi un gage d'engagement finalement de la personne. Pour les enseignes, ce qu'on va s'assurer, alors j'y reviendrai un petit peu plus en détail par la suite, mais le sujet pour nous, c'est surtout de voir si l'enseigne se développe en succursale ou en franchise. Et si elle se développe en franchise, est-ce qu'elle a déjà un ou une candidate pour porter le projet localement? Voilà, ça c'est un vrai sujet. Ça peut être bloquant s'il n'y a pas déjà de candidats qui sont identifiés, mais comme je le disais, je vais y revenir juste après. Et donc toutes ces questions finalement nous permettent en un échange téléphonique, on va vraiment quand même assez loin dans les questions, de voir si le projet est suffisamment mature selon ces critères-là pour pouvoir être transmis à la collectivité qui reprend la main au niveau local pour pouvoir faire des propositions de locaux, organiser des visites, etc. Ou est-ce que le projet est encore en phase exploratoire et il a besoin d'être travaillé davantage, auquel cas on va faire plutôt une réorientation auprès de ces fameux réseaux d'accompagnement. Ensuite, donc, pour parler un petit peu des filières, donc, il y a certains points qui, comme je le disais, vont faire écho à ce qui a été évoqué par David Lestoux. Donc, on a quand même un socle, nous, de filières qui reviennent assez souvent de la part des territoires, puisque quand on commence à travailler avec une collectivité, on fait le point justement un petit peu sur leurs attentes. Donc, ce qui revient assez souvent, ça va être les commerces de bouche qualitatifs. Ça va de soi, mais bon, je le précise quand même. Donc, sur tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, fromagerie, etc. Boucherie, pareil, on a assez souvent de la demande. On a aussi pas mal de demandes sur tout ce qui est équipement de la maison, concept store, restauration traditionnelle ou non. Et c'est ce qui a été évoqué. C'est vrai que ça reste des commerces qui font venir la clientèle dans les centres-villes et voilà, qui restent consommés quand même un certain temps. On a aussi pas mal de demandes sur tout ce qui est équipement de la personne. Cependant, comme ça a été aussi précisé tout à l'heure, ça reste quand même un secteur qui est en forte difficulté. On a vu beaucoup de fermetures d'enseignes ces dernières années, qui s'expliquent par différentes raisons. Je ne vais pas forcément
y revenir. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même souvent des filières, une filière du moins qui est très demandée par les collectivités, bien que en réalité, il y a quand même beaucoup d'enseignes qui ont fermé et beaucoup d'enseignes qui sont encore en place et qui vont nous dire sur les échanges qu'on a avec elles, nous pour l'instant, on se concentre plutôt à maintenir les points de vente qui sont existants avant d'aller faire de nouvelles ouvertures. Mais c'est vrai que ces enseignes sont souvent perçues encore comme des locomotives qui vont vraiment attirer un maximum de clientèle dans les centres-villes. Sur la partie équipement de la maison, mais c'est vrai pour un certain nombre d'autres filières, ce que j'évoquais tout à l'heure sur les développements des enseignes en propre ou en franchise, le vrai sujet, nous, qu'on a là maintenant depuis bien 2 ans, c'est qu'en fait, on va avoir parfois des enseignes qui vont nous dire nous, on est tout à fait intéressés pour s'implanter sur tel ou tel territoire. Par contre, effectivement, on se développe qu'en franchise et on n'a pas de candidat, en fait. Donc, là-dessus, ça peut être, c'est quand même un sujet qui peut être un peu compliqué, dans le sens où c'est vrai que retrouver des personnes qui vont avoir les compétences nécessaires pour pouvoir gérer des projets d'envergure quand même, d'ouvrir son propre point de vente, ça demande quand même des compétences particulières, même si les réseaux souvent proposent des formations, mais voilà, ça demande quand même des compétences. Et toujours pareil, des fonds propres aussi qui peuvent être assez conséquents. En fonction des enseignes, les droits d'entrée peuvent être quand même assez importants. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est assez souvent revenu. Et nous, dans ce qu'on évoque avec nos partenaires, c'est que de toute façon, il est quand même indispensable de composer avec les deux segments, que ce soit des enseignes, des grandes enseignes nationales ou des porteurs de projets indépendants. Malgré tout, un centre-ville qui est attractif, il faut pouvoir combiner les deux. Les enseignes pouvant effectivement agir comme des locomotives et attirer pas mal de clientèle, et sur des commerces plutôt indépendants qui vont pouvoir avoir un positionnement un peu différent, qui apportent une singularité et qui permettent de se différencier justement de toutes les enseignes et des autres centres-villes. Donc voilà, ça c'est vraiment nous ce qu'on préconise quand même, de vraiment composer avec les deux. Côté porteur de projets indépendants, donc ça rejoint totalement ce que disait David Lessou, sur pareil, à peu près 1 an et demi, 1 an, on a beaucoup de demandes autour des commerces ou des services qui vont être pour les animaux de compagnie. Ça a fait un vrai boom, alors qu'il y a à peine 2 ans, on n'avait quasiment aucune demande pour cette typologie-là d'activité. Et maintenant, c'est quelque chose c'est des demandes qu'on a assez régulièrement. Idem pour tout ce qui va être bien-être, beauté, santé, sport, etc. Alors moi, j'ai fait une grosse catégorie où je mets tout dedans. Mais en tout cas, pareil, c'est vraiment des demandes qu'on a de plus en plus. Ça peut être assez varié, sur même des massages, des cours de sport individualisés ou collectifs, pilates, comme ça a été évoqué également. Et c'est quand même des activités qui ont totalement leur place au sein d'un centre-ville, même si elles s'apparentent à des activités de service. Elles restent malgré tout différentes du service qu'on pourrait avoir en tête sur l'agence immobilière ou une banque, par exemple. Le dernier point que j'allais évoquer aussi sur tout ce qui est sur des demandes un petit peu plus récentes, c'est sur des projets plutôt mixtes où on va avoir plusieurs activités au sein d'un même commerce. Donc des concepts qui vont mêler de la restauration et de la vente additionnelle, par exemple de bouteilles de vin ou des produits d'épicerie fine, etc. Des commerces qui vont vraiment proposer une expérience, par exemple avec des dégustations, des ateliers où on peut soi-même s'essayer à la création d'un produit. Donc pareil, ce qui rejoint aussi ce qui avait été évoqué, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même une tendance d'avoir des commerces expérientiels. Ça permet aussi de se démarquer d'autres commerces, et notamment, comme on disait, c'est pas quelque chose qu'on peut remplacer ou qu'on peut acheter sur un site. Donc c'est quand même assez intéressant. En termes de restauration rapide, je voulais en parler aussi parce que c'est vrai que assez souvent quand on travaille avec des territoires partenaires, ils vont nous dire tout de suite restauration rapide, on n'en veut plus parce qu'on en a déjà un certain nombre, et puis naturellement ils ont déjà de la demande qui arrive jusqu'à eux. Maintenant, pour nous, c'est quand même important de faire le distinguo entre il y a restauration rapide et restauration rapide, dans le sens où une activité de kebab, tacos, je vais un peu dans le cliché, mais c'est vrai que ça reste des offres qu'on a à peu près dans tous les centres-villes de France, je pense.
Donc là-dessus, pour nous, il n'y a pas de valeur ajoutée d'aller implanter une énième activité qui est déjà très présente. Mais par contre, sur de la restauration rapide, on peut quand même avoir des concepts qui sont différenciants et qui vont répondre malgré tout à une demande, puisque c'est ce qui a été évoqué. Le temps de restauration du midi, il a quand même fortement baissé. Donc, il y a de la demande pour ce type-là de restauration. Il faut pouvoir y répondre. Mais pour nous, en tout cas, l'objectif, c'est quand même de pouvoir aller un peu plus sur des commerces, malgré tout, qualitatifs et différenciants. Et donc, pour la dernière partie, du coup, moi, je voulais vous parler un petit peu des retours qu'on peut avoir d'expérience sur ce qui fait vraiment la différence pour les porteurs de projets ou pour les enseignes pour pouvoir s'implanter sur une ville plutôt qu'une autre. J'ai 2 exemples que je vais vous présenter, mais en tout cas, ce qui ressort pratiquement dans tous les échanges qu'on a, c'est forcément, dans un premier temps, la réactivité de la collectivité. Ça, c'est vraiment un élément. Si on est sur un porteur de projet indépendant qui hésite entre une commune et entre une ou 2 communes, le fait qu'une commune se positionne plus rapidement et propose vraiment un accompagnement personnalisé. Alors ça peut être, il y a différentes possibilités, mais ça peut être aussi des aides et des subventions. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de territoires qui proposent ça, mais c'est des éléments qui peuvent véritablement faire la différence. Donc pour donner un exemple très concret, donc c'est le premier qu'on voit sur la ville de Cavaillon. Donc on était sur une personne assez réputée, une chef pâtissière qui faisait des formations dans le monde entier. Quand elle nous a sollicité pour son projet d'implantation d'un restaurant, salon de thé et pâtisserie sur tout ce qui est spécialité franco-japonaise, à la base, elle ciblait une implantation sur la ville d'Avignon. Elle a vu un local sur la ville de Cavaillon, donc on a échangé avec elle. Elle était pratiquement en train de concrétiser sur ce local à Avignon. Et puis finalement, elle était intéressée malgré tout pour pouvoir échanger avec la mairie. Donc, on a fait de la mise en relation. La mairie a été ravie d'avoir un projet comme celui-ci qui est vraiment très qualitatif. Ils l'ont recontacté en moins de 24 heures. Ils ont fait des propositions de locaux. Et puis derrière, on est sur un projet qui a ouvert en 3-4 mois, il me semble. Et donc ça, c'était au printemps 2025. Et une petite capture d'écran, mais pour montrer qu'on est sur un commerce qui fonctionne quand même très très bien avec des très très bons retours de la clientèle. Mais voilà, vraiment une réactivité particulièrement importante de la mairie. Et enfin, un deuxième exemple aussi de projet implanté. Alors celui-ci est très très récent et je l'ai choisi parce qu'on est sur une enseigne de prêt-à-porter féminin. Comme je l'évoquais tout à l'heure, ça reste quand même un secteur qui est plutôt en difficulté. Donc c'est assez intéressant de pouvoir montrer qu'il y a quand même des belles implantations qui se concrétisent. Donc là, on est sur une enseigne Maison Imua, donc prêt-à-porter féminin plutôt milieu haut de gamme. Et donc eux, ils font des ouvertures uniquement en propre. Donc on a échangé avec eux en décembre 2025. Ils ciblaient donc une implantation sur la commune d'Ancenis-Saint-Géréon. La mairie, pareil, a été très très réactive, a su faire des propositions de locaux et les accompagner dans leur démarche, etc. Et on a une implantation qui s'est concrétisée en 3-4 mois. Là, l'ouverture a abouti mi-mars de cette année. Donc voilà, on est vraiment sur les éléments qui sont indispensables à garder en tête, c'est vraiment la réactivité et d'avoir un accompagnement, d'autant plus que, comme je le disais, nous, sur les projets qu'on transmet, on est sur des projets qui sont aboutis et prêts à s'implanter assez rapidement. Donc l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir les capter pour qu'ils n'aillent pas finalement regarder ailleurs pour s'implanter si on n'a pas répondu à leurs demandes. Donc voilà pour ce que je voulais vous présenter un petit peu, et pour conclure finalement, je fais le lien avec tout ce qui a été dit précédemment, mais en fait je pense qu'aujourd'hui il faut bien garder en tête que l'ensemble des enjeux qu'on a sur le commerce en centre-ville, il faut vraiment les traiter pas de manière isolée, mais au contraire en prenant des retours d'expérience et en prenant des expertises différentes. On voit que tout se regroupe, mais finalement, pour avoir un centre-ville dynamique, je pense que c'est vraiment très intéressant d'avoir des actions qui sont complémentaires, comme on a pu le voir sur ces premières présentations. Merci beaucoup, Amy, pour votre présentation. Et donc, c'est aussi l'occasion de rentrer un peu dans le concret, de l'accompagnement de ces projets. C'est vrai qu'il y a ces évolutions, on va dire, ces différentes attentes. Et après, il y a cet accompagnement.
Donc je récupère peut-être quelques questions qui étaient posées par Monsieur Bon, qui avait des soucis de micro. Sur Ancoris notamment, il demandait si vous aidiez à construire les besoins, donc à identifier les besoins du territoire, et également éventuellement à réaliser la prospection des nouveaux porteurs de projets, c'est-à-dire bon, un peu comme on fait dans l'Attract Invest, pour aller trouver des projets d'investissement. Donc, est-ce que vous êtes également sur ces deux missions? Alors, sur la partie études, on va dire pour déterminer les besoins, aujourd'hui, c'est pas notre cœur de métier. C'est des choses qu'on pourrait travailler, mais c'est vrai que souvent, quand on va travailler avec des collectivités, c'est un travail qu'elles ont déjà fait en amont. Elles savent ce qu'il leur faut comme activité, et nous, on vient justement mettre en place effectivement des actions de prospection. Nous, on fait la détection de projets, qu'ils soient portés par des indépendants ou des enseignes. On vient qualifier le projet comme je l'ai présenté, et on vient faire effectivement tout un travail de prospection, que ça soit auprès de porteurs de projets indépendants, bien que en réalité, alors je ne vais pas forcément faire une présentation complète de notre méthodologie, mais les porteurs de projets indépendants viennent plutôt naturellement jusqu'à nous grâce aux opportunités qu'on va valoriser. Donc le travail de prospection, il est plutôt sur des enseignes, que ce soit des grandes enseignes nationales ou des plus petits réseaux. Et c'est vraiment ce sur quoi d'ailleurs on essaye d'aller de plus en plus. C'est là qu'on a une réelle complémentarité avec Ancoris. C'est vrai que nous sur cette phase amont, c'est-à-dire d'analyse des potentiels, d'analyse des datas de consommation pour identifier les potentiels qui pourraient être à couvrir, c'est là que s'exerce notre expertise. Et on voit bien qu'il y a les deux phases amont-aval une fois que la stratégie est définie. Ouais. On arrive assez souvent après vous, Monsieur Lestou. Ouais, tout à fait. C'est bien, il y a l'amont et l'aval. Et sur l'autre question qui était posée par Monsieur Bon, voilà, il y avait notamment sur la question des petites villes. Donc après, bon, sans définir exactement ce qu'est une petite ville, mais ça, on laissera le soin au géographe. Mais dire, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une chance finalement pour les petites villes aujourd'hui avec ces nouvelles aspirations en matière de commerce? Est-ce qu'il n'y a pas un rôle à jouer? Notamment, il parlait de la réduction des zones de chalandise. Qu'est-ce que vous en pensez, enfin, à la fois Amy et peut-être David, voilà, est-ce que vous avez le sentiment que les petites villes aujourd'hui, finalement, voilà, reprennent un petit peu un regain d'intérêt pour ces sujets en se disant finalement, voilà, c'est notre moment? Je ne sais pas si vous commencez où. Ouais, effectivement. Et puis, ça serait intéressant d'avoir votre regard après sur la perception des porteurs de projets. Je crois que sur les petites villes, on a des vraies opportunités qui se jouent parce qu'on a certainement des marchés un peu moins saturés. Et je crois que c'est ça qu'il faut bien regarder. Et puis, sur les petites villes, on a aussi un regain d'attractivité des centres-villes parce qu'il y a eu des politiques d'habitat qui ont permis de redensifier les zones primaires de chalandise. Et c'est tout l'impact du programme Action Cœur de Ville. Puis sur les métropoles, c'est vrai que sur les métropoles, on a des marchés qui sont très bousculés aujourd'hui sur les cœurs de métropole, parce que la réduction des zones de chalandise est là encore plus spectaculaire sur les cœurs de métropole, avec des modifications aussi qui sont liées au flux de déplacement. Donc ça, il faut l'intégrer. Donc je pense qu'il y a des vraies opportunités aujourd'hui sur les petites villes, avec en plus des barrières d'accès en termes de loyer qui sont quand même moins fortes sur les petites villes que sur les cœurs de métropole. Donc ce côté-là aussi de coût de l'immobilier, mais même si on se plaint régulièrement des loyers élevés sur les petites villes, si on a un projet de ville de centre-ville intéressant avec vraiment une expérience client qui est forte, on peut attirer des opérateurs à la recherche de loyers moins élevés que sur les cœurs de métropole. Ok. Et Amy, de votre côté, vous travaillez aussi avec des villes de petite taille de plus en plus? Tout à fait. Alors, je rebondis déjà sur ce qui vient juste d'être dit une nouvelle fois par Monsieur Lestou. Mais en fait, effectivement, déjà, nous, on le voit côté porteur de projet, typiquement sur la ville d'Ancenis-Saint-Géréon, où je présentais le cadre d'une implantation de l'enseigne de prêt-à-porter. Là, typiquement, on est sur une petite ville qui a 11 500 habitants. Entre Nantes et Angers. Et en fait, on vient récupérer très souvent des porteurs de projets qui ciblaient initialement assez souvent Nantes, sauf que y a beaucoup plus de concurrence et on est sur des loyers qui sont bien plus élevés.
Donc voilà, c'est tout à fait ça. En fait, on voit qu'il y a quand même j'allais dire un regain d'intérêt, ou en tout cas un intérêt qui est vraiment là pour des villes de taille intermédiaire ou même des petites villes. Donc ça, c'est quelque chose que je confirme totalement de notre côté. Et ce que j'allais dire après, c'est que nous, chez Ancoris, le dispositif Pôle Implantation Commerce, il s'adapte vraiment à toutes les tailles de territoire. On a accompagné une ville rurale dans les Vosges, on était sur 8000 habitants, on avait de très bons résultats. Simplement, nous, le prérequis, c'est d'avoir des locaux commerciaux. S'il y a une seule cellule qui est vacante au sein de la ville, voilà, la prestation a quand même un coût aussi, hein. Donc c'est peut-être moins pertinent. Mais en fait, dès lors qu'on a quand même un certain volume de locaux commerciaux, pas besoin d'en avoir 50 non plus, mais voilà, nous c'est vraiment ça qui est indispensable. Et aujourd'hui, donc, on va travailler avec des villes qui vont avoir 8 à 10 000 habitants, et on travaille aussi avec l'agence de développement économique du Havre, le Havre Seine Développement, où on est sur voilà, une échelle qui est quand même tout à fait différente, et on a des résultats dans un cas comme dans l'autre. Donc voilà. Non, mais c'est ce qu'on observe aussi hein, sur les sujets de l'attractivité résidentielle, c'est que les petites moyennes villes ont plutôt la cote. Hein. Nous, sur l'étude Image-Terre, là, de la Chaire, on a, dernière édition 2024, on avait 17% des Français qui a déclaré que leur lieu de vie idéal, c'était les grandes villes. On était autour de 22% en 2020, on était à 12% en 2022. Là, on va faire l'étude en 2026, mais c'est vrai que quand on interprète ces chiffres, on se dit qu'il y a 83% des Français pour qui leur lieu de vie idéal, c'est moyenne, petite, village, au niveau de cet issu, et alors pas forcément dans du rural, hein, mais dans de l'urbain. Donc j'entendais ce que disait David, que peut-être dans le futur, en effet, les gens auront envie de revenir dans les centres-villes, et peut-être descendre de ces grandes villes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance, c'est quand même à la méga périurbanisation, et donc voilà, des petites villes, hein, souvent qui se structurent en périphérie des plus grandes villes, et dans lesquelles on retrouve un petit peu ces tendances de commerce que vous évoquiez, à la fois avec du soin, à la fois avec des pôles de santé, à la fois avec des commerces, et aussi de la restauration qui se développe pas seulement en centre-ville, hein, mais aussi dans le périurbain. Donc c'est vrai que les tendances sont intéressantes à croiser. On va peut-être demander à Monsieur Roux de nous faire un retour par rapport justement à son expérience, à sa casquette aujourd'hui, donc sur l'attractivité plus globale, parce que c'est vrai qu'il a commencé vraiment très focalisé sur le centre-ville, et maintenant il a une vision plus large de ces sujets. Donc ça rejoignait un petit peu les conclusions qu'on avait avec Amy, en disant finalement là c'est des sujets très interconnectés, et donc il faut être capable finalement d'arriver à connecter un petit peu tout ça à l'échelle des territoires. On vous écoute Monsieur Roux, et après on fera un temps de questions-réponses. Tout le monde m'entend? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, super. Donc, merci Christophe, et merci à la chaire d'avoir pensé à effectivement demander le témoignage d'un ancien manager centre-ville, mais qui a toujours grande prise avec ces sujets-là. Je vous expliquerai. On m'a demandé d'intervenir sur le sujet de la réalité du métier au quotidien et le lien entre management de centre-ville et attractivité, qui est plus qu'un lien, hein, c'est un lien complètement direct. Moi, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur ces sujets-là. Et quand je dis la réalité du quotidien, c'est plutôt les réalités des quotidiens, parce que selon les territoires, selon les employeurs, les missions du manager ne seront clairement pas orientées de la même manière. J'ai commencé sur une structure publique-privée, hein, qui était sur la métropole lyonnaise, pardon, où on était vraiment sur une structure d'animation de centre-ville, quasiment à portée l'assaut des commerçants également. Il y avait également une expérience sur plutôt le portage FISAC à l'époque, où on était là plutôt dans une communauté de communes rurales, où on était dans l'aide directe, l'aide financière aux commerçants, les enjeux du dernier commerce, les enjeux de mailler la densité des marchés aussi dans les bourgs. Donc voilà, toute autre réalité qu'une densité urbaine. J'ai fait 5 ans sur la ville de Valence, donc là au service ville, parce qu'après à l'agglo on verra que c'est différent, mais au niveau de la ville, voilà, à agir sur l'aspect réglementation, l'aspect stratégie, un peu moins sur le volet animation qui était plus dévolu aux assauts de commerçants.
Et là, donc, depuis 3 ans, en tant que donc chef de projet attractivité au développement économique à l'agglo de Montélimar. Donc, en fait, pourquoi j'arrête avec mon portrait. Pourquoi je tenais à vous détailler ça, c'est qu'en fait, selon comment est porté le poste, on a vraiment des tâches et des missions qui vont varier. Ça, c'est fait vraiment partie des enseignements. C'est que, donc, selon les structures, hein, je vous parlais des collectivités, mais on peut être très bien porté par une structure privée, par la chambre de commerce, par une mutualisation avec un office de tourisme, par voilà, une SEM également. En fait, il y a vraiment différents types de gouvernance qui portent les missions de management de centre-ville en France aujourd'hui. C'est ce qui en fait donc la richesse. Moi, ce que j'observe aussi, c'est une vraie reconnaissance du métier, parce qu'au début, voilà, manager centre-ville, on se demandait, mais qu'est-ce qui nous inventait encore pour rendre attractif un emploi dans la fonction publique? Mais on voit que effectivement, depuis quand même un certain nombre d'années, ça se structure, ça se voit, et aujourd'hui, quand on parle de manager, on a tout de suite une vision beaucoup plus claire. Y a quand même une constante que j'observe, c'est des postes, mais même dans l'attractivité, hein, qui sont intimement liés au portage politique qui en est fait et la volonté politique qui sera donnée. Parce qu'un poste de manager sans un fort portage et on va dire une forte croyance dans le sujet d'attractivité de centre-ville, finalement, c'est un poste qui est un peu dénué de sens, qui va vite tomber dans du technique, dans de l'administratif. Mais donc, quand je parle par exemple de budget, voter des budgets, il faut que ça soit voilà, porté politiquement. Quand on vote des dispositifs d'encadrement, de réglementation juridique, j'en parlerai, parce que les collectivités sont quand même dotées d'outils qui, ensemble, peuvent contribuer on va dire, à orienter ou en tout cas accompagner le développement du commerce. Le rattachement hiérarchique aussi, c'est très important. Il y a des structures qui rattachent directement ces postes au cabinet du maire, d'autres directement au DGS, ou d'autres qui sont dédiés en lien avec un directeur seulement. Donc voilà, il y a vraiment des réalités qui composent ce métier. La constante, et on l'entend souvent quand on se déplace, quand je me déplace sur les salons, quand j'entends Christophe qui en parle ou des collègues. On a plusieurs dénominations: mouton à 5 pattes, couteau suisse, chef d'orchestre du centre-ville. Et en fait, je dis aussi qu'on est un peu c'est la caravane des métiers, en fait, ces postes-là, nous tout seuls, hein. Parce que effectivement, sur une journée, hein, si on parle concret, on peut être très bien amené à être community manager, à être aussi agent immobilier pour être en lien avec les propriétaires et des porteurs de projets. Encore, ils s'en parlaient très bien et ça fait partie des acteurs qu'on connaît. On peut être agent technique. Là, récemment, à Montélimar, on a installé, donc là, c'est ma collègue Léonie qui est manager de commerce, on a installé des ciels de rue dans l'idée d'animer un petit peu, de théâtraliser aussi les entrées de ville pour donner à voir un petit peu dans nos rues piétonnes. Donc pareil, c'est le lien avec les agents techniques. On peut être animateur micro selon les portages, VRP, Punching Ball également. Enfin, la liste est longue, mais la réalité, c'est que c'est un métier qui a vraiment plusieurs facettes. Il y a une constante qui est aussi obligatoire, j'ai envie de dire, pour que ce métier ait une prise. C'est vraiment une ligne de conduite, une stratégie claire. Et c'est vrai qu'avec moi, avec le poste sur le volet attractivité, on est de plus en plus en train de rechercher à comment concilier commerce avec en fait les autres facettes que compose le centre-ville et plus globalement le territoire. Alors, j'ai une slide, je ne sais pas si j'ai voulu faire le pari d'une intervention sans support. Non, mais vous pouvez il faut cliquer sur partager, choisir le bureau partager. Et ensuite vous pourrez partager votre écran. Voilà. Partager. Je ne sais pas si vous voyez. C'est en train de se charger, oui. C'est bon. C'est bon. Quand je parle de stratégie d'attractivité du centre-ville, donc le commerce, évidemment, je vais pas rester. On va parler de ça, mais il a déjà bien été évoqué. Quand on reçoit des porteurs de projets, quand on fait des événements de prospection pour essayer d'attirer également des porteurs de projets ou des nouvelles activités, on
on présente ce qui est l'offre non marchande du centre-ville. Parce que on voit bien que les enjeux, on en parlait tout à l'heure, les enjeux de dynamisation du territoire ne reposent pas exclusivement sur le commerce. Et le commerce est bien une des composantes. Nous sur le centre-ville de Montélimar, mais comme sur de nombreux centres-villes, hein, on a une offre globale qui compose un centre-ville. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous mettre cette slide, parce qu'elle référence un petit peu les grands spots un peu de fréquentation du centre-ville au-delà du commerce. Et donc on voit, rien que par cette image, que l'ensemble des champs qui composent de l'attractivité sont présentes en centre-ville. On parle d'office, donc l'Office du tourisme de Montélimar, hein, c'est 40 000 entrées. On est un territoire avec quand même une forte notoriété en matière de plein air, provençal, l'identité autour du Nougat. On a le musée d'art contemporain, c'est 45 000 visiteurs en fonction des différentes expositions. On a le patrimoine très, très présent avec le château de Montélimar. On a aussi un collège et des lycées. On parlait des jeunes, c'est aussi une fréquentation qui est non négligeable sur le centre-ville. D'ailleurs, à ce titre, on a l'enseigne, alors pas directement liée au collège-lycée, mais en tout cas, ils ont bien analysé la présence des jeunes. C'est sur Yann Normal, hein, qui s'est installé sur le centre-ville, hein, qui cible notamment cette classe d'âge. On a un conservatoire musical, on a le théâtre, on a les cinémas, la médiathèque, voilà. Donc en fait, l'offre globale, elle est vraiment concentrée dans le centre-ville et c'est charge aussi à des managers de commerce et à des chargés de mission attractivité de pouvoir mettre en récit et de pouvoir donner à voir ce qu'on a en centre-ville. Et là où il ne faut pas, entre guillemets, se rater et où toute la notion de stratégie est essentielle, c'est que le territoire doit se faire ressentir déjà dans le centre-ville. Le centre-ville doit donner à voir aux personnes qui le visitent l'offre qu'on peut trouver derrière sur le territoire. Je m'entends voilà, sur l'offre, par exemple, sur les tournées que peut mener l'Office du tourisme, sur les villages, en tout cas sur Montélimar, sur tout ce qui est l'offre autour du plein air, sur le provençal, sur l'œnologie. On a aussi donc comme en fait un point d'entrée sur le territoire via le centre-ville, qui est la vitrine derrière de ce qu'on peut trouver sur le territoire. Donc nous, on essaye de travailler à ça, et c'est pour ça que cette complémentarité, alors qui est propre à Montélimar, je sais que dans d'autres villes c'est le cas, dans d'autres c'est pas le cas non plus, c'est cette complémentarité entre le service commerce, on va dire, de la ville et le développement économique de l'agglo. Ce ne sont pas les mêmes compétences derrière, obligatoires au niveau des collectivités, mais c'est intimement lié. C'est de ces rapprochements-là, de services, que on peut vraiment réussir à monter des projets intéressants. On parlait tout à l'heure de la population qui se renouvelle. Hein. Montélimar, c'est 40% de la population qui n'était pas là il y a 5 ans. Pareil, sur la fréquentation des centres-villes, on est à plus de la moitié des passants du centre-ville qui proviennent de Montélimar. Donc, on voit que les sujets sont intimement liés et que les actions qui en découlent doivent l'être également. Sur cette complémentarité entre ville agglo, par exemple, où nous, on a plus une mission de développement économique au sens large. Donc, effectivement, nous, on s'adresse aux entreprises, on s'adresse aux DRH, on s'adresse aux différentes filières aussi que compose le territoire, hein, sur l'industrie, sur le tourisme, sur aussi les professions intermédiaires, professions médicales. On a toujours un récit commun de donner à voir sur ce que permet le territoire. C'est pour ça qu'il y a des actions qu'on met en place sur des rencontres entre entreprises, sur les rencontres aussi de la franchise qu'on a mis en place avec notre manager de commerce, qui associe à la fois une notion de prospection. Donc là, on est plus sur le volet agglo, hein. On va chercher des porteurs de projets, on va chercher des filières qui nous sont nécessaires sur le territoire à développer, en tout cas. Notre manager de commerce est en lien sur le terrain avec les locaux disponibles, avec les agents immobiliers, etc. Et donc, on essaie de mettre en récit, au niveau de l'attractivité, des événements
qui viennent jalonner un petit peu on va dire ces temps forts. Par exemple, on parlait sur les rencontres de la franchise. C'est un des exemples concrets qu'on peut mettre en place pour essayer d'être attractif sur, à l'issue des données qu'on peut récolter par donc David, ici, on a fait beaucoup travailler sur Montélimar. On identifie nos besoins, on identifie nos manques et on sait qui on va chercher. Donc, on met en place en fait une sorte de ciblage de prospects qu'on cherche à faire venir. Donc, on parlait du CHR, on parlait de l'offre de restauration qui aujourd'hui fait défaut en termes qualitatifs sur le centre-ville, sur tout ce qui est, on va dire, activité de convivialité. C'est vraiment ce qui doit aujourd'hui réenchanter un peu les centres-villes. C'est créer des haltes avec les terrasses, avec une offre qui a envie de rester sur place. Donc, nous, on dresse derrière un peu un état des lieux des enseignes ou des porteurs de projets qui nous manquent. Et on a mis en place un événement là, qui a lieu la semaine prochaine d'ailleurs, un petit peu tapis rouge, dédié à justement comment faire venir ces franchises, ou ces enseignes, ou ces porteurs de projets à investir en fait dans le centre-ville. Donc l'événement, c'est là où le champ d'attractivité peut être intéressant, c'est qu'on va associer tous les aspects, donc tourisme, culture, avec un événement fort à la fin de l'événement. Et on présente de manière très concrète la stratégie en place à l'échelle du territoire et à l'échelle du centre-ville, pour montrer qu'on est aussi dans une réflexion d'ensemble, avec une introduction du maire. L'idée, c'est d'être un petit peu VIP. Et ensuite, on fait une déambulation concrète, très concrète. L'idée, c'est d'être sur un événement agile, ces rencontres de la franchise, qui permettent aux personnes présentes de pouvoir se rendre compte tout de suite des locaux disponibles, d'échanger avec les agences immobilières en direct, et de pouvoir créer en fait comme un groupe de travail, parce qu'après derrière on fait une petite présentation des concepts. Donc et puis à la fin, voilà, un temps convivial avec la visite du musée d'art contemporain. Donc on se sert aussi des grands équipements qu'on a sur le centre-ville pour pouvoir composer un petit peu cette image qu'on veut donner. Donc ça, c'est des événements qui, pour nous, permettent de rayonner le centre-ville au-delà de son territoire, parce qu'on va chercher des enseignes qui ne sont pas aujourd'hui installées sur l'agglo. Donc voilà, j'essaie de vous donner quelques petites actions concrètes qu'on peut mener en parallèle. Ce qui est aujourd'hui en élaboration à l'échelle de l'agglo, c'est vraiment réussir à créer une démarche globale d'attractivité, on va dire, d'image de marque en fait sur le territoire, créer une destination. Au-delà du tourisme, on voit bien, on disait qu'il y a un renouvellement de la population sur le territoire. Comment nos entreprises aujourd'hui arrivent à recruter, d'où proviennent ces nouveaux salariés, comment le conjoint arrive sur le territoire. Et donc derrière, c'est comment nous on met en place des démarches pour accompagner justement et faciliter le recrutement des salariés. Pour ça, on a aussi une autre filière sur l'aspect jeunes et formation, emploi-formation, avec par exemple la création d'un guide de l'étudiant qui permet aussi de cibler cette fois-là plutôt la cible jeunesse et de leur dire sur le territoire, qu'est-ce qu'on vous propose comme contact, comme bon plan pour vous déplacer, pour aller consommer, pour vous loger, pour se déplacer. Et donc on retrouve la notion d'attractivité de centre-ville dans un récit global qu'on cherche à faire connaître. Et cette notion de faire connaître, je pense qu'elle est très importante sur les territoires qui essayent aujourd'hui de structurer vraiment leur stratégie et de monter en gamme. La notion de faire connaître ce qu'on a sur le territoire aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui existent de manière un peu disparate. C'est comment est-ce qu'on crée une visibilité supplémentaire, une vraie démarche de marketing, qui est effectivement pas un gros mot, Christophe, comme vous disiez, pour faire connaître, ne serait-ce qu'à nos propres habitants, de ce qu'il y a sur leur propre territoire, pour qu'ils soient les premiers ambassadeurs,
et aussi à ce qu'on donne à voir lorsqu'on va aller prospecter des centres de formation, quand on va prospecter des nouvelles entreprises ou justement des nouveaux commerces. Donc voilà, nous on est en phase de construction de cette démarche sur l'agglo. Je pense qu'il y a vraiment des territoires qui sont déjà bien avancés. Et, c'est ce que je dis, c'est un petit peu, je pense qu'on a tous des territoires qui nécessitent d'avoir la notice de montage pour réaliser le bon puzzle. Je pense qu'on a toutes les pièces. C'est réussir à articuler l'ensemble pour avoir un récit cohérent. Et nous, on est donc dans cette démarche-là avec des actions notamment plus visibles peut-être sur le centre-ville aujourd'hui et qui vont se structurer demain à l'échelle de l'agglo. Mais non, Voilà. merci beaucoup hein, pour votre retour. Et c'est vrai que nous, on travaille avec beaucoup de territoires également qui sont sur ces stratégies d'attractivité. C'est vrai que parfois on parle pas forcément beaucoup de centre-ville et de commerce, hein, c'est-à-dire on parle beaucoup de tourisme, on parle beaucoup d'attractions d'événements, on parle beaucoup également d'attractions d'investisseurs, de nouveaux habitants, hein, de talents, mais de tous les talents. Et c'est vrai que le commerce, c'est pas forcément un sujet qui est encore au cœur de ces démarches d'attractivité. On retrouve les sujets également de santé, hein. Il y a beaucoup de territoires qui travaillent sur l'attractivité médicale. On a aussi les sujets d'attractivité cinématographique. On a beaucoup de qualificatifs hein, pour l'attractivité, mais c'est vrai que ça résume un petit peu ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est des sujets très interconnectés, très globaux, et qu'il faut essayer de travailler, on va dire, en collectif, hein, avec des experts de chaque domaine. Et là, c'est vrai que l'idée de ce webinaire, c'est aussi à la fois d'inspirer ceux qui sont déjà dans des démarches d'attractivité globale, qui pourraient rajouter hein, cette brique commerce avec les éléments que vous avez ici. Et pour d'autres qui sont peut-être plus focus sur cette activité commerce centre-ville, se dire finalement, voilà, avec qui je pourrais travailler, avec qui je pourrais élargir un petit peu mes horizons pour être capable de travailler à l'échelle de ces territoires de centre-ville de manière interconnectée avec d'autres milieux. On va peut-être laisser la place à quelques questions et quelques remarques, tout en profitant pour remercier beaucoup à la fois Monsieur Roux, à la fois Amy Dauphin qui également a accepté d'intervenir et bien sûr David Lestou qui sont toujours avec nous. Donc on était entre une grosse quarantaine on va dire pendant ce webinaire, donc il y avait de l'intérêt. Écoutez, merci à nos trois intervenants. Merci au Club des managers de centre-ville et des territoires, Christophe, d'avoir accepté de co-organiser ce webinaire avec nous. Et puis, on vous adressera à la fois les supports de présentation, également le replay. Et puis, écoutez, on se retrouvera un prochain instant cher. Un grand merci à tout le monde.